Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être à nouveau nombreux à regarder ce programme. C'est Cartes sur table. Nous sommes mardi. Le ministre de la Santé publique annonce ce soir, faisant le point, qu'il y a une trentaine de personnes sous oxygène dans les formations sanitaires, alors qu'on dénombre plus de 165 cas guéris et 17 décès, évidemment, du coronavirus. Le gouvernement, dit-il, continue de déployer tous ses efforts pour contrôler la pandémie. C'est dit, vous le savez donc, l'actualité est fortement marquée par le coronavirus, quels que soient les différents aspects politiques, économiques, sociaux et culturels. Tout est pratiquement à l'arrêt. Et ce sera d'ailleurs l'un des axes de cette émission de ce soir, essayer d'apprécier l'impact ou alors le premier impact de cette crise sur les activités mondiales, spécifiquement en Afrique et singulièrement au Cameroun. Quels sont les enjeux? Comment les gouvernements peuvent-ils se mobiliser? Et le Fonds monétaire international, par exemple, accorde une réduction pour la dette à 19 pays africains, un allègement de dette immédiat. Parmi ces pays, évidemment, le Cameroun n'y figure pas. Il s'agit davantage des pays moins avancés, des pays pratiquement pauvres qui sont concernés. Avec nos panélistes, ce soir, on parlera donc de cette actualité, tout comme on reviendra évidemment sur cette autre actualité qui a mis, fait parler l'actualité, depuis quelques semaines déjà. La décision du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pour la Tangandi est à nouveau monté au créneau aujourd'hui à travers un courrier qu'il adresse au ministre des Finances, lui demandant bien sûr non seulement de saisir la NIF pour l'ouverture d'une enquête sur les fonds, l'appel à la générosité publique lancé par Survival Cameroun, une initiative du MRC. Et le ministre, dans ce courrier, confirme donc qu'il a demandé à la banque Afriland First Bank de fermer le compte ouvert à cette occasion-là. Voilà les deux grands axes qui seront débattus ce soir dans cette émission avec nos panélistes invités spécialement pour la circonstance. Nous avons Hervé Emmanuel Com, qui, comme vous le savez, est banquier, non moins militant du RDPC, membre titulaire du comité central. Bonsoir, Hervé Emmanuel Com. Bonsoir, Peter. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de STV, Cartes sur table. Et puis, juste en face de vous, nous avons Martin Ombanzing. Il est également économiste et banquier. Bonsoir, Martin. Bonsoir, M. Dipita. Je suis très heureux d'être là ce soir. Merci. L'argent est évidemment partagé. Nous avons en ligne du côté de Bruges, évidemment, c'est Simon Pascal Alain Anding. Il est analyste. Il va également nous accompagner dans la réflexion de ce soir. Bonsoir Simon et merci d'être des nôtres. Et salut Fred. Depuis la Flandre orientale dans une Europe assez durement frappée par l'épidémie du Covid-19. On peut dire que vous êtes confiné, hein? Ah oui, absolument. Beaucoup de courage et merci de partager ces quelques moments de réflexion avec nous. Évidemment qu'on va vous avoir pendant la première heure qui sera consacrée au thème sur les enjeux et impacts sur les relations internationales, focus sur l'Afrique et le Cameroun. Bien sûr, ce sera le premier thème. Ringando, on va prendre une transition et on reviendra juste derrière. Eh bien, Manuel, peut-être avant de parler de ce thème, revenons à l'Assemblée nationale. On l'a pris en journée. Le président, au nom du bureau de l'Assemblée nationale, a procédé à la nomination d'un nouveau secrétaire général, l'ancien député Gaston Komba, qui connaît bien la maison, qui n'a pas été élu lors des récentes élections législatives, mais le voilà porté à la tête de l'administration de cette institution, de ce démembrement du Parlement camerounais. Vous dites que c'est une surprise, vous connaissez bien l'homme, il a le profil de l'emploi? Ah c'est mon ami, c'est mon jeune frère et ami, je suis très heureux de ce choix. C'est un bon choix et c'est une bonne nouvelle parce que c'est un banquier.
Gaston a été un très haut fonctionnaire, il a travaillé à la présidence de la République. Et je voudrais remettre un peu les choses en place. Il n'a pas été battu aux élections, il n'était pas candidat, parce qu'il n'a pas été investi. Absolument. Et c'est un acte d'un très grand symbolisme, parce que il a eu tellement de choses autour de cela dans l'ONCAM, et vous savez que sa circonscription, le Nord Macombé, est tombé dans la scarcelle du PCRN à la mairie. Donc, je suis heureux pour Gaston, surtout qu'il a subi des épreuves incroyables, la perte de son père, des accidents. Ces jours-ci encore, il était plâtré en marchant. Merci, Monsieur le Président. Merci au bureau de l'Assemblée nationale. C'est un très bon choix et je suis fier de cette sélection. C'est bien pour notre région du littoral. C'est bien parce que je connais l'homme. C'est un garçon extraordinaire, d'une politesse, et il est surtout très attaché aux problèmes qui touchent à la jeunesse. Donc je crois que c'est le meilleur parlementaire, et c'est bien que ce poste soit occupé par un ancien parlementaire. Absolument. Parce que jusque-là, on amenait les administratifs non élus, et je crois que les parlementaires doivent être heureux, tout parti confondu. Si je tiens d'ailleurs aux déclarations, aux félicitations des uns des autres, c'est quelqu'un qui connaît la maison et qui va certainement aider à ce que cet édifice qui est essentiel dans ce moment critique de notre démocratie face au coronavirus traverse d'une façon concurrente. Il a joué un très grand rôle pendant le grand débat national. Il est récompensé pour sa fidélité, son intelligence, sa compétence. C'est bravo. Et vous le dites justement, les défis de l'heure sont importants, en commençant peut-être par la pandémie, mais aussi tout ce qui est extra-santé, les questions politiques. Le Parlement, l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est une majorité essentiellement RDPC. Hier, elle était aussi, hein, mais on a bien avancé. Donc, je veux dire qu'il est au cœur de tout cela. Est-ce qu'au regard de ces défis-là, vous êtes tout aussi confiant que vous l'exprimez par amitié? Non, pas, même objectivement, je connais Gaston depuis une quarantaine d'années. Je peux vous dire qu'il n'est pas le secrétaire général de l'Assemblée nationale du RDPC. Il est le secrétaire général de l'Assemblée nationale de tous les partis représentés à l'Assemblée. Merci. Les députés de la nation. Et je peux vous dire, il n'a même pas intérêt à s'enfermer dans une posture partisane, parce que l'Assemblée doit changer, doit s'adapter. Nous allons dans un monde qui va être en mouvement, et la majorité doit rester à l'intelligence plutôt que de participer à l'agonie de l'intelligence. Donc, j'ai confiance, il va être impartial, objectif, et travailler. D'ailleurs, c'est un gars qui n'est pas sectaire. Il va travailler dans l'intérêt de la nation camerounaise au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas le thème. J'aurais failli vous demander si vous en connaissez des secteurs, mais bon. Ah oui, non, les secteurs, y compris dans nos rangs d'ailleurs, et c'est pour le regretter que je le dis. D'ailleurs, entre nous, il y a plus de sectarisme qu'en face. Mais Gaston n'est pas ce genre. Il est honnête, objectif, et aime ce pays, c'est un patriote, et c'est un gars bien. Ce n'est que justice, et je trouve que c'est très bien. Il était plâtré, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un accident, lui, il est champion des épreuves. Il paraît que la région d'où il vient là-bas, il y a aussi beaucoup d'épreuves. Des choses extraterrestres, mais il est vacciné, hein, il a traversé des épreuves. Vous savez, il a perdu son père dans des conditions discutables. Ce temps-ci, il était un peu maîtris, mais il est resté d'une fidélité à toute épreuve. Et c'est ça le militantisme que j'aime, le patriotisme que j'aime. C'est un garçon merveilleux. Félicitations, Gaston. Bon travail, tu as notre soutien. Venons-en au thème de ce soir. Et je vais peut-être commencer par vous avant d'aller prendre Simon Alain. Essayons un peu de faire un panorama. Je veux dire, essayons un peu de faire un état des lieux de la situation mondiale en évaluant l'impact à cette heure. On sait pratiquement que l'économie mondiale, à défaut d'être à l'arrêt, est extrêmement ralentie. On a vu que l'Union européenne, à travers ses instances économiques, annonce des chiffres extraordinaires pour soutenir des entreprises. Le président Macron s'est exprimé hier, qui a dit qu'il va également soutenir cette volonté d'apporter un soutien, pour me redire, à certains pays africains. Le FMI s'y met, la Banque mondiale, bref. Si on fait un peu un état des lieux, que peut-on dire à cette heure-ci de l'impact de cette pandémie-là sur la situation mondiale? Je pense que la situation est extrêmement grave.
point besoin de faire dans l'agitation. Je crois que les mesures qui sont prises ici ou là le démontrent à suffisance. Je pense que c'est l'une des fois où on a eu autant de dégâts, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau économique. Donc, ce que je peux dire, c'est que le monde paraît être dépassé par cet événement. C'est-à-dire que, me semble-t-il, aucun modèle économique, par exemple, n'a jamais été concocté pour résoudre ce type de problème. Vous savez que, par anticipation, on fait des modèles pour que ces modèles épousent à un certain moment donné une situation réelle. Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun modèle économique à ce jour, que je sache, qui a pensé faire un modèle qui peut épouser la situation actuelle. De deux, il me semble que au départ de cette histoire, il y a eu un arbitrage dichotomique, c'est-à-dire que entre la vie et l'économie. Et que, naturellement, ceux qui sont forts, les plus forts, ont décidé d'opérer un choix sur l'économie. Donc, je dis, au début de cette affaire, les effets étant extrêmement difficiles à supporter, tragiques, a fait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le retournement de la tendance, mais, et même là encore, la santé, la vie, n'est pas mis de côté. C'est-à-dire maintenant, on essaie de faire les deux. Donc, il faut dire que cette situation a quand même donné une vision bipolaire du monde politique, du monde économique. Ou est-ce que c'est parce que certains pays ont adopté le principe de la démocratie, la liberté, et d'autres pays qui, parfois dictatoriaux, et on s'est rendu compte qu'en réalité, du côté de ceux qui étaient censés être dictateurs, ça se passait un peu plus mieux. Donc, pour moi, la situation est extrêmement grave. Les hommes meurent à milliers, c'est du jamais vu. L'Afrique est épargnée, ça je peux le dire. Pour l'instant. Pour l'instant, parce que, voyez-vous, et ça c'est le troisième point, nous avons choisi, les grands pays ont choisi le libéralisme. Le libéralisme dit que je dois circuler les capitaux, les hommes. Il y a eu ce qu'on appelait à un certain moment les délocalisations. Alors, tout à l'heure, on va débattre. Vous allez comprendre que le Cameroun ne peut pas faire ce que la France ne peut pas faire. Le Cameroun ne peut pas faire ce que les États-Unis ne peuvent pas faire. Vous avez compris que tous ces gens, pour gagner de l'argent, ont délocalisé au point où, je termine là, au point où le matériel le plus élémentaire que sont les masques, un grand pays comme la France, un grand pays comme les États-Unis ne peut pas en avoir aujourd'hui. Donc, je veux que nous soyons tranquilles et sereins et que nous soyons justes. Parce qu'en réalité, l'humilité doit nous guider aujourd'hui. Et si vous voyez le président Macron hier, dans son discours, il y a eu une dose importante d'humilité. Je veux quand même qu'en Afrique aussi, au Cameroun en particulier, qu'on soit humble. Simon Pascal Alain. Oui. Alors, vous, votre première lecture sur la situation décrite un peu plus haut, s'agissant du ralentissement, sinon de l'arrêt de l'économie mondiale et l'impact que ça a. Donc moi, je resterai peut-être beaucoup plus tout en saluant encore une fois fraternellement les grands frères qui sont sur le panel. Je pense que nous vivons un moment extrêmement important de rupture dans l'organisation du monde, en tout cas l'ordre qui est né en 1945, et on assiste donc un peu à cette tectonique géopolitique des plaques. Je pense qu'il est tout à fait frappant de noter que l'idéologie libérale qui jusqu'ici avait été présentée comme la fin de l'histoire s'est évaporée, que l'Europe elle-même, dans le cadre de sa solidarité, s'est fragmentée en se recroquevillant dans des égoïsmes nationaux. À ce sujet-là, il y a une glaciation même de la mobilité, remettant en cause même le concept d'une certaine Europe. Mais ce qui est beaucoup plus frappant, c'est l'effondrement de l'Occident. Je suis rentré de Virginie là, et de voir l'incapacité, la sidération dans laquelle le monde occidental se trouve
par une pandémie aux proportions bibliques. Et ce qui nous fait penser que bien souvent les critiques qui ont été portées contre l'Afrique n'étaient pas toujours fondées et que peut-être nous avons des États qui sont beaucoup plus résilients que l'on ne croit. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on a peut-être un monde post-américain dans la mesure où la science même est en train aujourd'hui de se développer beaucoup plus en Asie et que, pour revenir à l'Hexagone qui est un peu notre obsession camerounaise et africaine, que les débats qui animent l'Occident aujourd'hui sont plus des débats d'orgueil et d'absence d'acceptation que peut-être la Chine et Taïwan qui ont maîtrisé leur épidémie d'une manière beaucoup plus efficace sont en avance sur les séquences moléculaires. L'Afrique, quant à elle, je pense, et là je fais une profession de foi, n'ayant pas les compétences techniques, je pense qu'elle résistera à la crise. Je veux croire en cela parce qu'on a quand même une mémoire génétique de lutte contre les pandémies et les attaques virales les plus dévastatrices qui soient. Et je pense aussi que la réactivité, contrairement à ce qu'on peut croire peut-être du gouvernement camerounais et d'un certain nombre de pays, me permet de penser que nous avons encore des appareils d'État en ordre de marche. Mais plus que jamais, lorsque nous voyons les Cassandres, nous devons développer une méfiance paranoïaque par rapport à l'extérieur. Parce que quand on nous prédit de nombreux morts sur le continent, cela veut peut-être se dire qu'il y a des plans qui sont en marche sans pour autant sombrer dans ce que nous appelons de manière courante le complotisme. Donc voilà un peu comment je vois le monde. Et dans cet intervalle-là, nous avons une opportunité puisqu'on parle de virus chinois. Les Chinois désignent la catastrophe par 2 barres obliques. La première barre veut dire qu'il faut reconnaître le malheur. La deuxième barre, c'est les opportunités. Nous avons une opportunité unique de réorganiser notre société politique, nos économies, mais surtout pour ce qui concerne la recherche médicale, de faire en sorte que nos chercheurs soient mis en œuvre parce qu'il n'est pas tout à fait normal qu'une maladie virale comme le paludisme qui touche à peu près 3 milliards de personnes, 215 millions de gens sont infectés par année, 438 000 morts, n'ait pas toujours pu avoir de médicaments, ne serait-ce qu'au niveau local et que notre dépendance est contenue. Donc le moment est venu vraiment pour nous, pour une réorganisation de nos sociétés en fonction de nos priorités. Hervé Manuel, votre première lecture? Mais écoutez, je pense qu'il faut qu'on reste dans le juste milieu. Parce que cette pandémie que nous vivons aujourd'hui n'est pas la plus grande catastrophe sanitaire des derniers siècles. La fièvre espagnole a tué 18 millions de personnes dans le monde. Il y a eu, entre-temps aussi, d'autres pandémies. Et dans les années 90, il y a eu le sida, il y a eu Ebola, il y a eu beaucoup de choses. Ça veut dire que nous sommes devant une situation exceptionnelle. Mais effectivement, sur le plan, par exemple, économique et financier, ou bien des relations internationales, il va y avoir une modification tectonique des rapports de force et de la géométrie de l'économie mondiale. Donc, je crois qu'il ne faut pas entrer dans une présentation idéologique de l'affaire en disant que c'est l'échec du libéralisme. C'est faux. La Chine, qui a été le premier pays à annoncer cette catastrophe, n'est pas rangée dans la géométrie des pays libéraux dans le monde. Il y a d'autres pays. Ce qui se passe simplement, c'est que le monde, la mondialisation n'a pas vu venir cette pandémie. Et cette pandémie est en train de mettre en lumière les limites du modèle de relations internationales, des relations internationales sous lesquelles nous vivons. Quand je parle des relations, y compris les relations économiques internationales. Parce qu'on verra tout à l'heure, le risque que nous courons le premier d'abord, c'est d'abord qu'on va retomber dans une espèce de fermeture des frontières à cause du confinement et que nous allons retourner dans un monde à peu près de Robinson Crusoe, c'est-à-dire que chaque pays va essayer de mettre une barrière sanitaire pour se protéger, mais ça ne marchera pas comme ça. Il faut une solidarité mondiale pour faire face à cette pandémie, parce qu'on ne peut pas revenir dans le monde où on ne voyageait pas, où il y avait des barrières à tous les coups, et il y a des pays
qui ne sont pas touchés par cette pandémie à l'échelle, par exemple, des États-Unis ou des pays africains, mais ces pays ont des conséquences, connaissent ces conséquences, qui risquent d'être plus graves que les pays touchés. C'est-à-dire, par exemple, le rétrécissement de l'aide publique internationale, le rétrécissement de l'investissement privé international, l'insuffisance de l'aide sanitaire internationale. Vous savez que les Américains ont injecté une idée qui est en train de faire son chemin, c'est-à-dire commencer par virer le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Absolument. Pour après sortir de l'Organisation mondiale de la santé. Je veux dire, cette posture-là est vouée à l'échec parce qu'un seul pays à lui seul ou une seule zone ne peut pas vaincre cette pandémie. Il faut une solidarité à l'échelle mondiale, une nouvelle organisation. Je termine en disant, mon propos introductif en disant, c'est vrai que la crise que nous connaissons et la récession que nous risquons de connaître va être de toute autre nature que celle qu'on a vécue en 2008. Elle risque d'être plus grave. D'ailleurs, certains prévisionnistes pensent que nous risquons de vivre 1929, la crise mondiale. Quand vous dites nous, c'est le monde, c'est l'Afrique? Ah, je parle du monde. D'accord. Je reviendrai sur l'Afrique. Parce qu'effectivement, on a tendance à dire que l'Afrique risque de ne pas ressentir l'impact. C'est inexact. D'accord. C'est inexact. Tous ceux qui s'aventurent à ce genre de déclarations qui parfois ont un caractère incantatoire, ils font dans la bouffonnerie. Excusez-moi, je suis poli. Pourquoi? Parce que j'entends même certains qui disent ça ne sert à rien de chercher les médicaments des Blancs. Nous avons des écorces, on a vaincu telle épidémie, ça c'est du n'importe quoi. Il faut une réflexion globale à l'échelle mondiale, à l'échelle continentale et des politiques de solidarité. Un seul pays ou un seul bloc à lui seul ne peut pas faire face. Quand vous dites que l'Afrique a des capacités, je termine, quand vous dites que l'Afrique a des capacités de résilience supérieures aux autres nations, mais avec quelle recherche, avec quelle infrastructure sanitaire, avec quelle... Mais on va lutter contre le corona, qui est une guerre mondiale, avec des respirateurs, avec des tests, avec des médicaments, la chlorophylle et tout, et l'Afrique ne fabrique pas ça. Il faut donc une solidarité à l'échelle mondiale et qui n'exclut pas les particularismes africains. Merci. C'est ça. On va revenir à vous. Simon Pascal? Oui, je ne vois pas pourquoi on doit en appeler à la solidarité, puisque les institutions de la solidarité nationale, en tout cas au niveau de la gouvernance de la santé mondiale, existent déjà. L'Organisation mondiale de la santé a des compétences avérées dans ce domaine-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas aujourd'hui ne pas s'étonner de voir que les dogmes sur lesquels était fondée l'idéologie libérale se sont évaporés du jour au lendemain. La liberté d'aller et venir, qui était sacro-sainte et qui était proclamée comme l'une des valeurs fondamentales, aujourd'hui tout le monde est confiné. Pour 2 mois, on a la permission, même dans la Russie soviétique, les gens n'avaient pas besoin de laisser passer pour sortir. Je crois aussi qu'il faut rappeler que c'est la première fois depuis au moins la Seconde Guerre mondiale que 169 pays sont frappés ensemble par une pandémie et que nous n'avons pas la possibilité de bouger. Donc il y a des particularismes et des éléments tout à fait spécifiques à cette crise et à cette pandémie qui font qu'elle est tout à fait particulière. Et je pense aussi que nous devons l'aborder avec beaucoup d'humilité parce qu'elle a mis en nu, je pourrais dire en termes de tautologie, la nudité du rien total de nos théories, de nos postures, et que nous devons l'aborder avec un peu plus je dirais, de prudence dans la mesure où personne ne peut à peu près dire aujourd'hui comment sera le monde d'après après cette grave crise. Ce qui est sûr, c'est que il va y avoir des changements profonds. Et je pense que l'Asie est en train vraiment de se saisir de la conduite du monde, d'autant plus que les États-Unis ont renoncé à cause d'un isolationnisme tout à fait incongru à la direction du monde. Et donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Quand on dit que l'Afrique n'a pas les moyens de résister, mais je vais dire que c'est le moment aujourd'hui aussi de convoquer l'intelligence africaine. Nous ne pouvons pas rester dans une simple éternelle jérémiade
d'absence de moyens. Nous avons bien des ressources aussi. Vous allez dans tous les pays du monde aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays où il n'y a pas un épidémiologiste ou un docteur camerounais. Et donc, pourquoi ne pas mobiliser cette intelligence en se basant sur ce qui existait déjà sur place pour commencer à amorcer une révolution de notre manière de concevoir la santé. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que pendant longtemps, il y a eu justement dans cette école l'idée libérale, l'idée que c'est l'économie qui dominait la politique, mais on se rend aujourd'hui compte que seule une politique de couverture maladie et de santé cohérente peut produire une politique qui est supportée par une économie saine. Hervé veut dire un mot et puis on va repartir avec Martin Obanzing. Je ne vois pas très bien où pourrait être notre ligne de fracture, parce que là je crois que monsieur dit quelque chose et son contraire, et on est d'accord, mais il faut nuancer simplement ce qu'il dit. Quand nous disons que le modèle de la mondialisation, du moins de la solidarité à l'échelle mondiale, ne peut pas être évacué comme ça, c'est parce que... Je m'appelle Handy. Je m'appelle Handy. C'est moi, Pascal. Oui, monsieur Handy, oui. Quand nous disons que le monde ne peut pas revenir à l'âge de la pierre taillée où chacun vit de sa cueillette dans son village, c'est parce que cette pandémie à l'échelle mondiale. Est-ce qu'on va arrêter les voyages? Est-ce qu'on va arrêter les communications? Est-ce qu'on va arrêter la circulation des biens de personnes? Je crois que non. Le débat sur la faillite du libéralisme, je crois qu'on arrivera sur l'économie tout à l'heure. Nous ne sommes même pas opposés, mais je ne suis pas sûr qu'une telle déclaration rende compte de ce qui va se passer. Ce que je crois simplement, c'est que cette pandémie est en train de nous montrer les limites du monde dans lequel nous vivions et que c'est en train de révéler plutôt les fragilités de ce qu'on pensait être des grandes puissances. Parce que ce qui se passe et qui montre les limites de certaines de ces puissances aujourd'hui, je parle du modèle, monsieur, que moi je connais aussi bien puisque j'ai vécu plusieurs décennies en Europe. Vous savez que dans les années 90, les pays qui se déclaraient très libéraux ou bien qui voulaient faire une nouvelle politique ont supprimé les infrastructures sanitaires. On a réduit le nombre des hôpitaux. On a même privatisé les hôpitaux en Angleterre, par exemple. On a fait ceci, cela dans plusieurs pays. Eh bien, oui, monsieur, ce modèle-là montre ses limites parce qu'aujourd'hui, on se met à rechercher où accueillir les gens. On construit les hôpitaux en 2 jours maintenant, alors qu'on en a supprimé. Donc, de ce point de vue, nous n'avons pas un désaccord. Mais cela ne donne pas l'autorité à ceux qui disent que ce monde-là est fini et que maintenant le monde va être celui. Je termine en disant ceci. Il ne suffit pas de dire que nous avons des scientifiques. Il ne suffit pas de dire que nous avons des gens qui veulent. Oui, tout ça sont des incantations. À la date qu'il y a aujourd'hui, la première chose, c'est de limiter, de se confiner, parce que, 1, il faut tester, 2, il faut combattre. Quant à la recherche, vous savez combien de temps on met pour découvrir un médicament et tout le débat qui est en France actuellement sur l'acceptation de certains médicaments. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement prudent et dire que ce qui arrive partout dans le monde nous concerne tous et que nous devons entrer dans une solidarité à l'échelle du monde pour pouvoir faire face à cela. Martin Obanzing, vous partagez cette lecture d'Hervé comme qui persiste ici pour dire que les fondements de l'économie libre, libre circulation, libre marché, bref, le capitalisme ne vit pas ces dernières heures? Non, je ne dirais, il va muter. Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais tout simplement que le temps décide toujours. Le temps décide toujours. Mais on constate que c'est ceux qui ont eu la possibilité d'agir, parce qu'il faut aussi constater que, je le redis, qu'il y a eu un dilemme au départ de cette histoire, parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que nous les hommes, nous n'y sommes pour rien. Il faut quand même dire aujourd'hui, hein, vous avez vu le Premier ministre britannique qui a eu la chance de sortir de là, vous avez vu comment M. Trump, le président des États-Unis, parlait de cette histoire au début. Je veux dire qu'il y a eu d'abord un choix délibéré des grandes puissances qui ont dit « Ok, nous, on va d'abord sauver des économies et puis on va laisser la santé et la vie à côté. » Mais c'est les réalités qui nous rattrapent et qui nous font aujourd'hui penser qu'on ne devait pas faire ça. De deux, je vous dis encore que, et c'est là où j'ai dit, je suis d'accord avec Hervé, mais simplement, je dis qu'on a l'impression que la pensée unique veut absolument que l'on passe en perte et profit. Cet échec-là, c'est un échec. C'est un échec des politiques libérales.
Voyez-vous quand même que des médecins cubains viennent en Italie pour soutenir l'Italie? Non, quand même, c'est un échec. Alors, c'est vrai que nous, analystes, nous ne pouvons pas faire comme le citoyen lambda qui souhaiterait tout simplement ne plus voir le virus, mais nous devons maintenant tirer les conséquences de ce qui s'est passé et anticiper. Et c'est à ce niveau-là que je pense que, même si la globalisation est là, nous sommes d'accord, personne ne peut vivre en autarcie, personne ne peut jamais vivre en autarcie. C'est-à-dire que l'économie doit être repensée. Et repensée sans arrogance. Malheureusement, j'ai peur, Hervé, que vous avez vu comment ça se passait. Il continue à avoir une certaine arrogance. On a l'impression. Qu'est-ce que vous appelez arrogance? L'arrogance, ça veut dire que l'on n'a même pas encore commencé à trouver les solutions, que des gens décident déjà de vivre normalement et de prédire, de vivre normalement, et de prédire l'hécatombe en Afrique. C'est-à-dire que Hervé, oui, on est d'accord. C'est de la folie. L'OMS, le responsable a commencé déjà à le faire. Et ça dérange des Africains. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas faire qu'une maladie, qu'un virus, qui fait des ravages en milliers chez vous, et vous pensez que c'est plutôt à l'Afrique. Non, il y a un véritable problème. C'est pour cela que je pense que repenser un modèle, c'est d'être aussi juste dans la réflexion, de ne pas toujours penser que ce que vous allez dire doit être accepté, imposé. Non, le monde a changé. Mais vous voulez me faire jouer le rôle du défenseur? Non, c'est je ne suis pas député représentant des grandes puissances. Non, j'ai fini. Oui. Je suis en train de dire que moi, je regarde les chiffres. Les chiffres sont terribles, hein. Ils sont terribles. La croissance est en berne du jamais vu. Elle est négative. Négative, c'est-à-dire que du jamais vu. On n'est même pas sûr de faire 1%, la croissance mondiale. On attendait 3,9, entre 3 et 3,9. Maintenant, on sera peut-être, on n'est pas sûr d'avoir les 1,8. On n'est pas sûr d'avoir même 1. Donc, quand on va voir les implications que cela conduit, vous allez comprendre qu'à un moment donné, l'humilité doit être la règle. Vous avez vu comment, vous à peine... humilité par rapport... Vous parlez de qui, là? Je parle... Les puissances, lesquelles? Oui, lesquelles? Les grandes, celles qui dirigent l'économie libérale. Mais je crois qu'on est dans un autre débat. On est dans un débat idéologique. Je ne représente pas le libéralisme. Non, je suis en train de dire que ce qui arrive au monde est global. Et que nous devons essayer de trouver des réponses globales à ce qui arrive. Et que le monde va changer. Mais personne ne peut nous dire aujourd'hui dans quel sens. Maintenant, je veux vous dire une chose. Moi, je suis un libéral social, je ne m'en cache pas. Je crois qu'il est prétentieux de dire que nous allons revivre dans l'âge de la pierre taillée, où chacun va rester chez lui. Il va falloir qu'on échange des marchandises, des médicaments, plusieurs services. Donc, je crois que c'est une autre façon, une autre solidarité. Non. Je suis d'accord. Le débat déraille. Je termine, s'il vous plaît. Le débat déraille parce que vous voulez me faire représenter des gens que je ne connais même pas. Je suis en face d'une situation où nous devons analyser les conséquences de la pandémie du coronavirus. Vous êtes en train de faire le procès d'opposer un monde à un autre. Non. Moi, je suis pour la solidarité pour sortir de cette situation. Non, voilà, mon cher Martin. Non, c'est ce que je veux dire. Hein. Vraiment, personnellement, l'idéologie, telle que vous dites, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est de dire quoi? Est-ce que ce qui s'est passé doit permettre à tout le monde, à l'Africain, le plus minuscule, de penser autrement? Oui. La pensée unique, le modèle unique a échoué. Le modèle unique nous a mis là où nous sommes aujourd'hui. Je suis en train de dire que ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas revenir à l'époque de la pierre taillée, mais nous ne devons pas rester à l'époque du monde libéral. Faisons d'abord face à la pandémie. Donc maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous. Avec toi, on a commencé à parce que nous ne pouvons pas effacer cela. Les rapports de la mondialisation arrivés au stade où nous sommes aujourd'hui ne nous permettent pas de dire qu'on va couper. On ne peut pas couper, il n'y a pas de rupture possible. Ce que je veux dire, c'est que nous devons maintenant faire attention, essayer aussi d'exister. Et je joins M. Andy qui disait tout à l'heure qu'on a des intelligences. Simplement, est-ce que nous nous donnons des moyens pour que ces intelligences émergent? Tu comprends? Ça veut dire que moi, je ne serai pas celui qui va exclure notre médecine traditionnelle. Je serai plutôt celui qui va demander qu'on mette quelque chose qui va réguler et qui va permettre de pouvoir booster cela. Parce qu'en réalité, on a compris aujourd'hui qu'il n'y a pas de remède miracle venant de l'autre côté. Sinon, on serait déjà submergé. Ça fait depuis un mois que ça dure. Pourquoi il n'y a pas autant de morts
uniquement, nous n'avons pas les moyens de combattre avec ces gens-là. Pas de moyens. Mais c'est uniquement parce que de notre façon de vivre que nous survivons aujourd'hui. Donc, est-ce qu'à travers cette survie-là, il n'est pas possible de penser d'autres modèles, d'où les moyens à mettre en jeu pour la recherche? Au Cameroun, par exemple, c'est infime dans le budget de l'État. Est-ce que nous avons assez de moyens pour que notre recherche puisse s'émouvoir? Parce qu'on a compris que jusqu'à aujourd'hui, pour faire un vaccin, on est en train d'attendre 3 semaines, 4 semaines. On ne l'a pas encore. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout facile. Donc tout le monde peut, en mettant un peu de moyens, arriver à faire quelque chose. Donc pour moi, je n'écarte pas. Je n'écarte pas une pensée. Je me dis qu'il y a une série d'écoles de pensée qu'il faut désormais accepter. Alors, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord combattre la pandémie. Et tout ce que vous dites est exact. Nous devons penser le futur. Nous avons des jeunes talents, des analystes. Nous devons penser l'avenir. Nous sommes dans un monde en mouvement. Mais aujourd'hui, on a d'abord la pandémie. Et comment on fait face à la pandémie? Et on ne fait pas face à cette pandémie en se dispersant. Il faut d'abord faire face et penser que le monde, dans ses nouvelles fragilités, nous apprend qu'on ne peut pas compter à 100% sur les autres. Là, on est d'accord. Mais quand vous commencez à aller directement sur un débat, en oubliant qu'on n'a pas encore traversé cette pandémie, nous ne l'avons pas encore traversée. Et il est très prétentieux de dire que ce n'est pas, ça n'arrive pas ici. C'est pour ça que certains sont encore dans les bars, ne portent pas des masques, ignorent les mesures qui sont prises de confinement. Attention, attention, c'est à l'échelle mondiale, prions Dieu, parce que ça ne doit pas arriver. Si ça arrive, nous risquons de payer un prix hautement plus cher que les autres. Et il ne faut pas avoir cette démarche qui consiste à dire parce qu'ils ont actuellement plus de victimes de mort, alors nous ne sommes pas concernés. Je ne l'accepte pas. Moi, je suis citoyen de l'humanité. Non, en réalité, voilà. À partir du moment où je considère que les mesures qui ont été prises sont les bonnes mesures. Parce qu'il faut... Je veux dire, Hervé, faisons attention. C'est la sortie. Tu as vu comment c'est difficile le déconfinement. Il est même plus compliqué le confinement. Moi, je pense que les mesures qui ont été prises, si on les respecte, on n'aura pas le même nombre de morts que... parce que nous n'avons pas les moyens. Aujourd'hui, nos budgets ne permettent pas que nous fassions le même artillerie que les États-Unis ou la France ou la Grande-Bretagne. Donc, nous devons nous limiter aux mesures gouvernementales qui nous permettent d'éviter ce virus. Une fois qu'on a dit ça, et c'est là où je dis, on ne peut pas tous aller dans la même direction comme des moutons. Pendant qu'on combat, le ministre de la Santé fait son travail, mais les autres doivent faire leur travail. Pensez comment nous allons ressortir de cette histoire. Ne croyons pas qu'il y aura des solutions qui vont venir des États-Unis pour que nous soyons sauvés. Non. Pendant ce temps, nous ne devons pas nous arrêter de réfléchir et de penser. Voilà pourquoi je pense que les deux, ce que le gouvernement a fait, à savoir le confinement, c'est efficace. C'est ça qui nous permet aujourd'hui, puisque les frontières sont fermées, ça permet qu'on contrôle ceux qui sont déjà à l'intérieur et qui sont affectés. Et maintenant, ceux qui ne sont pas encore infectés, on essaie de tout faire pour qu'ils restent en confiance. Mais n'oublions jamais que si nous continuons à rester sur le fait qu'il y a la contamination, à la sortie, pendant que les autres travaillent, on sera surpris. Simon Pascal, justement pour rebondir sur une idée que vous développez tout à l'heure, au regard donc des éléments que vous créditez à l'Afrique, c'est-à-dire ses ressources, son intelligence humaine, ses ressources du sous-sol, les ressources naturelles, on peut constater quand même que l'Afrique est limitée par les moyens de production. Est-ce que, au regard de cela, ce n'est pas un frein à l'optimisme que vous semblez dégager sur une possible accaparation de l'Afrique, un possible bénéfice que l'Afrique pourrait avoir à la sortie prochaine, je l'espère, de cette pandémie? Je voulais d'abord, au niveau de la clarification, rappeler que nous ne sommes pas là pour être en opposition et que moi, pour ma part, j'essaie assez modestement toujours de ne pas essayer d'avoir raison, mais quelquefois de faire entendre raison. Je fais un constat. Et je pense que monsieur comme Hervé, voilà, je prononce le nom, a tout à fait raison qu'on n'est pas là pour faire le procès de Nuremberg de l'idéologie libérale, malgré sa cohorte de dormes mensongers qui nous éclate à la figure aujourd'hui. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on nous dit qu'on ne faut pas revenir à l'âge de la pierre taillée, je ne pense pas que l'Afrique ait toujours vécu à l'âge de la pierre taillée. Il y a un âge d'or de l'Afrique, de la recherche et de la science, et que les jeunes qui nous occupent aujourd'hui
ne doivent absolument pas s'adonner à l'apologie d'une dépendance sempiternelle, rédhibitoire, incurable, qui serait la marque de l'homme noir, parce que nous ne pouvons pas faire la recherche. Nous devons d'ailleurs d'autant plus nous méfier que la recherche scientifique telle qu'elle a été pratiquée, quand on interroge l'anthropologie de l'imbécilité coloniale, on a quand même 15 millions d'injections avec la lomidine en Afrique, notamment au Cameroun, a payé un lourd tribut sur la maladie du sommeil pour se rendre compte que dans les colonies anglaises, la maladie du sommeil avait été guérie sans qu'on injecte ce jus de purée de rein de gorille à toute une population qui a été décimée. Donc nous avons une mémoire de la recherche extérieure dans laquelle nous avons été sujets et qui nous oblige aujourd'hui que nous ayons les moyens ou pas au moins de contempler la possibilité de devenir souverain et autonome sur cette question-là. Il en va de notre santé. Nous ne pouvons pas toujours continuer à penser que c'est la manipulation des plasmas dans les laboratoires occidentaux avec ce que cela représente comme risque. Je pense que vous êtes à Douala. C'est dans cette ville même qu'en 2005, une institution financée par Bill Gates a empoisonné près de 400 filles que l'on a présentées comme des prostituées, mais certaines étaient juste des gens qui étaient désespérés. Donc quand on a ce passif et ce brutalisme et cette espèce de possibilité, la possibilité de l'éradication de notre peuple sur cette surface de la terre a été posée à plusieurs reprises. On ne peut pas continuer à dire que il ne faut pas que, il faut pas que nous pensions à nous organiser autrement. S'agissant de la solidarité internationale, je pense que ça fait quand même, c'est-à-dire partie de mon ADN, ne serait-ce que professionnellement, et que aujourd'hui la coopération internationale, l'ordre mondial, né de la Deuxième Guerre mondiale, la nécessité de coordonner une action pour pouvoir trouver des solutions communes à des problèmes communs est quelque chose que j'ai pratiqué que j'ai pratiqué tout au long de ma vie. Donc, je veux dire, c'est pas ça la question. Mais si nous refusons de regarder en face la possibilité de nous rebâtir et de nous reconstruire comme entité autonome, je pense qu'on peut toujours bénéficier de toutes les solidarités occidentales, ainsi de suite, mais nous resterons comme un appendice du monde et je crois que notre jeunesse et notre peuple méritent mieux. Alors, les pistes de sortie pour l'Afrique, je veux dire que les opportunités à saisir dans cette crise-là pour peut-être se sentir mieux, se projeter dans l'avenir et limiter aux besoins d'être dépendant encore du monde, quand on sait que la perfusion, par exemple, du FMI, je l'ai dit, la Banque mondiale sont déjà pratiquement placées sur certains pays. Écoutez, par définition, nous avons vocation à nous émanciper dans tous les sens du mot, c'est-à-dire à nous développer. Et pour nous développer, c'est par notre travail. Nous devons construire les hôpitaux, nous devons construire les routes. Ce ne sont pas des incantations qui vont mettre tout ça à notre disposition. À moins qu'on ait un monde chimique, chimérique, les éléments qui constituent la marche vers le développement sont connus. Donc nous devons construire des sociétés modernes, des sociétés de solidarité, et ce n'est pas une question de l'idéologie. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut d'abord, la question primordiale aujourd'hui, c'est traverser cette étape. C'est une étape très très dangereuse, et nous savons qu'en traversant cette étape, nous allons vivre un monde qui va être nouveau, parce que les certitudes sur lesquelles nous construisons même nos politiques vont être rompues. Et donc, il va falloir maintenant que nous mettons en place nos intelligences pour faire face à ce nouveau monde. Mais moi, je reste convaincu, et c'est une religion en ce qui me concerne, ce ne sont pas les incantations mystiques qui vont nous faire sortir de là. Je suis un citoyen de l'humanité et je pense que lorsqu'il y a un problème et une pandémie à l'échelle que nous connaissons actuellement, mon premier réflexe d'abord c'est la solidarité, prier pour que l'humanité reste debout et deuxièmement faire tout pour que la nation camerounaise dont je fais corps reste debout. Et tout cela n'est pas antinomique. Mais maintenant, il faut effectivement, comme on disait, que tous les égoïsmes connaissent une défaite, parce que quand nous allons, je l'espère, arriver à la partie des solutions, nous allons nous poser alors à ce moment des questions de savoir est-ce que des décisions prises par les superpuissances, hier par exemple, le président français a classé comme relevant de la sécurité nationale
l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire qu'il y a des produits que nous achetons à travers le commerce international chez les Français ou ailleurs et que nous ne pouvons pas avoir accès parce qu'ils veulent avoir des stocks de réserve stratégiques. Les Américains ont découvert, effectivement, monsieur le disait tout à l'heure, qu'ils ont pris du retard dans leur chimie, surtout la chimie de la vie, la biologie, et qu'aujourd'hui, l'Inde, qui est le premier pays producteur qui dispose de ces moyens, et la Chine ont pris le pas et ils ont imposé, dans le cadre du commerce mondial, à l'Inde de ne pas faire obstruction à la mise à disposition de certains produits par les génériques et tout le reste. Donc, nous rentrons dans un monde qui va être différent et nos gouvernements doivent nous protéger dans ce monde et nous devons y participer. Si nous retournons, nous recoquillions comme certains le souhaitent, ça sera un recul et je ne suis pas sûr que ce soit à notre avantage parce que nous sommes de l'humanité et nous devons rester debout avec cette humanité. Les opportunités pour l'Afrique. J'aimerais quand même intervenir pour recadrer un peu le débat. Oui, alors... moi, je ne suis pas là pour essayer d'être en opposition avec qui que ce soit. Vous m'avez invité pour exprimer un certain nombre d'idées. Je les exprime. La solidarité internationale, ses vertus cardinales, respiratoires, notre appartenance à l'humanité sont des valeurs que je partage, dont je n'estime pas que dans le cadre de ce débat, si je dois les répéter. Mais disons néanmoins que je préfère l'incantation de l'autonomie à l'incantation de la dépendance. Moi, non. Merci. Martin Banzing, sur les opportunités qui s'offrent à l'Afrique, peut-être pour essayer de se remobiliser, prendre conscience de ses manquements, de ses limites, et éventuellement y apporter du sien pour décoller véritablement. C'est ça la vraie question. Je pense que on ne peut pas. C'est-à-dire que c'est une opportunité pour les Africains de penser. Vous savez que nous avons cette habitude de vivre au jour le jour. Vivre au jour le jour ne peut pas permettre d'atteindre une croissance durable, pour ne pas dire émergente, c'est impossible. Donc en réalité, sortir de là, c'est d'abord reconnaître que nous sommes faibles. Faibles parce que nous n'avons pas les mêmes moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons lutter avec les mêmes moyens que les autres? Non. Donc, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Souvent, voyez-vous, l'Africain ne veut pas vivre comme un Africain. Je vous dis que si nous nous amusons à ne pas prendre conscience de ce que nous sommes véritablement en tant qu'être humain, continuons avec la globalisation. Moi, je ne suis pas dans l'idéalisme, mais je suis en train de constater que, à l'analyse, il se passe que, à chaque fois qu'il y a eu un événement de cette nature, l'Africain a toujours été chosifié. Chosifié par des gens qui, entre-temps, travaillent avec nous, conversent avec nous, échangent avec nous. Ça, il faut le reconnaître. Donc, est-ce que nous sommes capables, au sortir de cette pandémie, vous voyez au Cameroun, tous les faux débats qu'il y a sur tel affaire, alors que la réalité, c'est que, est-ce que nous sommes prêts à rebondir? Non, le Camerounais aime le folklore. Il faut qu'on arrête le folklore. Tel président a parlé, c'est du folklore. Absolument. C'est du folklore. Est-ce que nous avons une médecine traditionnelle? Oui. Est-ce que nous pouvons nous organiser pour la faire voir? Parce qu'en fait, l'Africain parfois a peur. L'Africain a peur parfois de s'habiller comme il doit s'habiller. Les gens sont libres. Mais est-ce que nous ne pensons pas que, qu'on le veuille ou pas, il y a une certaine limite de cette pensée unique-là qui doit nous permettre de créer, de modéliser autre chose? Moi, je dis, au sortir de cette histoire, si jamais nous sommes incapables de proposer au niveau de la santé, faites les états généraux. Pourquoi les états généraux sont toujours sur l'éducation? Faites les états généraux de la santé, y compris la médecine traditionnelle. Moi, en tant que Bantou, en tant qu'Africain, en tant que Béti, je ne peux pas comprendre qu'on me dise que nos parents n'ont pas jamais été soignés avec les plantes du village. Je ne peux pas. Donc, pourquoi nous ne devons pas sortir? Pas dire que nous ne sommes pas avec la médecine moderne, mais qui dit qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle ne puisse pas être explorée? Moi, je pense que l'occasion est venue, au sortir de cette histoire, de mettre les moyens pour que l'on régule la médecine traditionnelle. Si l'on arrive à le faire, on ne dit pas que une fois qu'on l'aurait fait, mais quand même, ça va nous permettre que le temps d'attendre les 1 semaine ou 2 semaines, de 3 mois ou les 4 mois du vaccin, que l'on puisse quand même vivre. Hervé, je termine. Ouais. Il me souvient que
nos parents, nos grands-parents, à l'époque, on appelait le cancer. C'était la prostate de nos grands-parents. Mais ces gens-là vivaient avec cette histoire. Et on appelait ça le cancer. Aujourd'hui, on parle de prostate. Le diabète, il y a des gens qui vivent avec le diabète pendant 50, 70 ans. Ils ne sont jamais venus en ville pour prendre l'insuline. Donc je dis que ne pas vouloir exploiter ça, c'est de dénier même que nous sommes des hommes. Donc nous ne pouvons pas être d'accord qu'à chaque fois qu'il y a un problème, lorsqu'un Africain évoque une solution, une piste de solution, cela s'apparente à quelque chose qui ne peut pas être considéré. Donc moi, ce que je dis d'abord, c'est que est-ce que nous sommes d'abord d'accord d'accepter ce que nous sommes en tant qu'Africains? Si nous sommes incapables d'accepter que nous sommes Africains et que, bien avant nous, des gens ont vécu sans avoir tous ces médicaments, sans avoir tous ces véhicules, et qu'ils ont survécu, et qu'ils ont vécu 100 ans et plus, ça, mon cher Hervé, je ne peux pas te mentir, on va revenir au point de départ et les choses ne bougeront pas. Une fois que cette histoire va partir, les mêmes gens vont reprendre avec les mêmes méthodes et ça ne va pas faire progresser l'Afrique. Martin, parce que nous sommes amis, je suis quand même autorisé à te dire que je suis scandalisé par ta déclaration. Parce que la situation que nous connaissons actuellement ne met pas en opposition la médecine traditionnelle et la médecine occidentale. On appelle les ports de sortie. Non, s'il te plaît. Les ports de sortie. Je suis là dans un débat aérien et qui pour moi est intéressant, mais qui n'est pas pour moi d'actualité. Gérons l'emploi du temps, et ce n'est pas nous qui imposons l'emploi du temps, c'est cette pandémie qui nous impose un temps. Nous vivons une histoire actuellement, il faut faire surmonter cette histoire. Si vous avez des médicaments traditionnels qui peuvent guérir, mais diffusons-les dans le monde. Vous savez que ce matin, je lisais dans une publication scientifique qu'on a découvert une plante qui a les mêmes effets, sinon meilleurs, que le tramadol au Cameroun. C'est une recherche allemande à l'université de Boya. Bon, donc nous avons des plantes comme ça. Il faut maintenant arriver à un niveau de développement qui nous fasse en sorte que ça devienne des médicaments que nous pouvons diffuser pour le reste de l'humanité. Mais la question qui est opposée aujourd'hui, ce n'est pas le procès de la médecine que vous appelez des Blancs, ou le procès du capitalisme. Ce qui est la question aujourd'hui, comment surmonter la pandémie mondiale qui va modifier le monde, qui va modifier nos comportements, qui risque même de mettre en danger notre survie en tant qu'humanité. Donc c'est ça la question. Moi je trouve aérien, et venant d'un banquier, que tu entres dans un débat idéologique sur le monde de nos arrière-grands-parents, nos ancêtres qui étaient meilleurs, c'était le paradis. Oui, mais on a subi quoi? L'esclavage, plusieurs choses, on a été dominés. Mais nous continuons le chemin. Il faut maintenant qu'on survive en tant qu'humanité en faisant face. Et il faut qu'on aille vers des réflexions qui nous fassent survivre, un, sanitairement, deux, économiquement, parce que quand on arrivera là-dedans, le monde qui s'ouvre, c'est pas le monde des incantations. Moi, je suis désolé, je suis banquier, je ne suis pas un rêveur. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin qu'on aille dans cette... Et je voulais dire à notre compatriote, je suppose, qui est de l'autre côté, que quand je m'exprime, ce n'est pas pour répondre à son intégration. Je respecte les points de vue des uns des autres. Mais moi, de mon âge, je me dis, quel monde je peux laisser à mes petits-enfants? Peuvent-ils survivre? Parce que moi, j'ai des petits-enfants. Et c'est ça mon interrogation. Et ce monde-là fait que j'ai la faiblesse de dire que nous ne pouvons survivre que dans la solidarité de l'humanité, quelle que soit la couleur, la religion et les autres. Et que ces réflexes qui consistent à dire, oui, nous, on soignait tous les machins. Et ça, tu sais, toi tu le sais, Martin, tu sais que le paludisme tue plus de monde que le coronavirus. Tu sais ça. Mais on n'en parle pas parce que ça ne touche que les Noirs. Parce que le coronavirus est en plein New York, en plein Paris, en plein Londres, on en parle. Donc tout ça, on n'est pas naïf. Tu comprends? J'ai fini. Ce que je voulais dire en fait, c'est que je dis, nous ne sommes pas opposés. J'espère. Hein? Et en réalité, ce que je veux dire, c'est que il faut que la voix de l'Afrique et de l'Africain porte. Comme tu viens de le dire par rapport au paludisme, est-ce que tu penses que dans notre réflexion pure, sans attendre le climax qui vient là-bas, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas d'autres moyens pour lutter contre le paludisme qui peuvent être faits par les Africains? C'est parce que nous sommes des attentistes éternels. Je suis d'accord avec toi. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que... Mais on ne les a pas encore trouvés. Oui, ce que je veux dire, c'est que, en fait, est-ce que l'Africain doit sortir de cette pandémie? Ça, je reste constant. Tu vas m'amener là-bas, chez les gars, je dis j'assume. Mais je dis que
nous sommes d'accord que le confinement, nous sommes d'accord que tout ce qu'on a, les 13 mesures, même nous sommes d'accord. Maintenant, je te dis, au sortir des 13 mesures, qui ne sont que là pour résoudre le problème à l'instant T. Il faut qu'on prenne notre T plus destin. 1, c'est quoi? On est d'accord, on prend notre T plus destin. 1, ça veut dire que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de pensée unique, il n'y a pas d'intelligence unique. Nous sommes tous intelligents. Simplement, il nous faut des structures de coordination. Et c'est là où je voulais terminer pour dire quoi? Pour dire que ça fait un peu cacophonie dans la médecine traditionnelle. Et le grand rebond, la grande nouveauté, c'est qu'un pays se lève et pour dire que je reconnais, je crée un institut officiellement, je donne des moyens pour que cette recherche-là puisse être commercialisable. Parce que tout le problème aujourd'hui, c'est que quand on arrive à faire des recherches avec des résultats probants, ça c'est limite, on n'arrive pas à diffuser. Pourquoi? Parce que nous oublions, il y avait quelque chose qui est très important pour moi, banquier économiste, c'est la démographie. Les Africains ne sont pas eux-mêmes, je continue à le dire. Si nous avons la moitié ou 1,2 milliard, 1,3 milliard par là de population en Afrique, mais tu penses qu'avec, si on arrive à vendre à 500 millions de francs, à 500 millions d'habitants, ça ne va pas faire marcher l'affaire? C'est que nous sommes préconditionnés à accepter. Comme toi, j'ai vécu de l'autre côté. Non, nous ne pourrons jamais sortir, que ce soit au plan sanitaire, que ce soit au plan économique, tant que nous n'avons pas fait des modèles propres à notre société. Très bien. Alors, Simon Pascal, pour sortir Oui. définitivement de ce premier thème, sur le plan purement économique, l'Afrique, le Cameroun, que doit-on faire peut-être pour, je ne vais pas dire terminer cette pandémie, mais je vais dire déjà pour amoindrir, ressentir, alléger les effets, les conséquences commencent à se vivre en ce moment. Quels sont les leviers éventuellement à activer? Oui, non, moi, je n'aime pas faire des proclamations sur un sujet sur lequel je ne suis pas compétent. Donc, je ne suis pas économiste, je suis plutôt analyste politique. C'est mon cœur de métier. Ce que je voudrais dire, c'est que la fragilité extrême de notre société, le fait qu'elle est assujettie à un millefeuille de défis sécuritaires, politiques, c'est presque un miracle que l'État du Cameroun tienne encore. Et donc nous sommes à un moment où nous devons vraiment convoquer la solidarité nationale pour agir et tirer dans le même sens et cesser de se diviser comme on le voit, apporter donc le soutien au gouvernement dans ce qu'il essaye de faire en mettant sur la table des idées convaincantes, quel est le système, est-ce qu'il faut masquer, est-ce qu'il faut tester, est-ce qu'il faut isoler, est-ce qu'il faut soigner, est-ce qu'il faut commencer à produire ne serait-ce que des médicaments au niveau local, mais je pense aussi que la manière dont le corps politique et la sphère économique va réagir dans ce moment, s'il n'y a pas de solidarité, si nous n'agissons pas comme un dans une guerre à mort et qui nous menace de manière existentielle, je pense qu'on risque de ne pas s'en sortir. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais un peu mal à l'aise que nous nous opposions, parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est comment nous allons mutualiser nos intelligences pour soutenir notre État, pour qu'il reste d'abord debout, et après on verra comment est-ce que les dissensions se font avant. Mais j'ai bien peur lorsque je vois la brutalité avec laquelle le débat se déroule aujourd'hui chez nous, et puis tous ces égoïsmes, c'est que le virus venu de Chine, qui a mis à nu la vanité de nos proclamations, de nos postures, n'arrive pas à agir sur nous. Je pense que c'est vraiment peine perdue, parce qu'il est évident que nous ne sortirons pas de cette crise comme nous sommes rentrés. Et justement, pour terminer avec vous, avant de passer au second thème, vous, comment vous entrevoyez cette orchestration, cette mobilisation de l'Afrique pour faire face? Je pense que la mobilisation au niveau de l'Afrique est déjà effective. Vous avez vu que l'Union africaine a nommé une task force, mais je pense que l'OMS, avec sa cellule opérationnelle qui est à Brazzaville, agit aussi en tandem avec l'ensemble des pays de la sous-région. Je pense que les ministres de la CEMAC ont pris aussi des décisions allant dans le sens de mutualiser leurs initiatives. Donc tout cela est très bien. Je pense qu'on doit mettre un peu de côté les dissensions, toutefois enfin minimes et superficielles, qui nous divisent, pour pouvoir agir, explorer
les voies qui existent, que ce soit la voie de la recherche, mais celle de la coopération internationale. Je pense que rien ne doit être exclu. Mais je dis que pour une fois dans notre existence, nous avons une chance de commencer à penser par nous-mêmes et d'essayer de développer des sociétés, enfin des solutions endogènes et auto-entretenues. Merci infiniment, Simon Pascal Alain Andy. Merci d'être resté pour cette première partie de l'émission. Nous apporter également votre lecture, votre regard en tant qu'analyste des questions sociopolitiques. Merci, bonne soirée et beaucoup de courage dans ce confinement. J'ai failli dire très amer. On n'a pas à se plaindre, c'est un moment d'humanité et on le prend avec beaucoup de grâce. Merci beaucoup. Merci. Simon, je voulais dire quelque Simon, chose. Hervé Emmanuel veut vous voir je suis un mot. Très heureux de la conclusion de M. Andy. En fait, nous allons dans le même sens. Ce qui nous arrive actuellement est une leçon historique qui doit apprendre à nos gouvernants et à tous les autres quels sont les ordres de priorité et des certitudes qu'on doit abandonner. D'abord, on sait maintenant que la santé doit être au cœur de la protection de la sécurité nationale. Et que tous ces modèles que les États, y compris le FMI, voulaient nous imposer en disant que, écoutez, la construction de plusieurs hôpitaux dans une agglomération comme le littoral est inutile, c'est budgétivore, tout ça est tombé dans l'eau. Parce qu'aujourd'hui, leur problème, c'est quoi? Ils n'ont même pas où recevoir les victimes de cette pandémie. Donc, nous avons là une identité d'objectifs et de vues, d'analyse. Deuxième certitude qui va tomber aussi, le monde est un et indivisible. Et lorsque je vois Macron qui veut jouer dans la sensiblerie en parlant de la dette des pays africains, ben écoutez, laissez-nous rire quand même. C'est eux qui nous ont poussé à cette dette, mais une dette qui n'est pas vertueuse, qui n'a pas été pour construire essentiellement les hôpitaux, les éléments qui pouvaient nous permettre de meilleures conditions. Troisième chose, et je veux que M. Andy le comprenne, tout le monde a sa place dans cette solidarité. Et moi, contrairement à ce que lui dit, je trouve que l'Afrique ne fait pas preuve d'une très grande solidarité. Parce que lorsque les Sénégalais ou d'autres pays, le Sénégal, moi je cite les pays, vont solliciter la France pour intervenir au FMI, et parce que sur le plan de la présentation globale, l'économie camerounaise serait plus meilleure que les autres, je trouve que cela, c'est la dispersion. Je trouve que c'est la dispersion. Vous comprenez? Et donc, moi, je suis, Monsieur Andy, moi, je ne suis pas socialiste, je suis libéral social, mais nous avons le même objectif, construire une société solide pour nous-mêmes, pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants, et nous défendrons tout le Cameroun. À propos de nos divisions, je vois que vous n'avez pas voulu parler, par exemple, de cette espèce de tentative, je trouve, trouble à l'ordre public, où un groupe veut créer un ministère de la Santé à lui pour combattre une pandémie, alors que c'est une question de sécurité nationale. Nous devons être unis, nous devons être derrière notre gouvernement, et c'est sous cette protection que nous pouvons avancer. Donc, M. Andy, moi, j'ai les mêmes opinions que vous, mais je n'ai pas le même vocabulaire. Merci, Simon Pascal. Ah ben, je suis encore là? Oui, ben oui, mais pour vous dire, juste pour vous dire au revoir. Déjà, une seconde vie. Merci. Merci infiniment. Bonne nuit à Bruges. Mais je pense qu'avoir un débat sain comme ça, surtout qu'on est divisé à travers les continents, est quelque chose de tout à fait important pour produire des idées au service de l'émancipation de notre pays et surtout l'aider à retrouver des formes de solidarité qui semblent avoir disparu. Je pense que le futur, comme il dit, des enfants, le pays qu'on construit aujourd'hui, c'est pas pour nous. Mais ce futur-là ne peut pas être gouverné par l'imbécilisme et la pornographie de la violence permanente. Tu l'as branché, hein? Bon. Et c'est ce qui me désole. Je ne parle pas, bien sûr, j'ai trop de respect pour les panélistes, mais je parle du cadre macro-politique camerounais qui donne la fausse impression qu'il n'y a que ça au Cameroun. Et je pense qu'il n'y a pas que des ventilateurs à merde, excusez le mot, mais qu'il y a aussi des gens qui sont capables de produire des savoirs qui sont susceptibles d'être mis en branle pour le développement et la sauvegarde des intérêts de notre pays. J'espère que Stevie vous invitera et qu'on se verra parce que d'habitude, c'est par téléphone, mais là, en vous voyant, on pourra faire ce débat. Le Cameroun avance, monsieur. Mais je ne suis pas incantatoire, je suis très structuré. Merci encore et bonne soirée, Salut. Andy. Merci infiniment.
Bonne soirée. Bonne Salut. soirée. Voilà qui m'intéresse à cette première partie du débat de ce soir. On va juste prendre une transition et revenir parler d'une question extrêmement technique. Hein. Deux banquiers sont là, derrière la transition. Alors vous le savez, le contexte, évidemment, cette polémique autour de l'opération lancée par Maurice Kamto, s'agissant de la mobilisation des fonds en vue de lutter contre le Covid-19. Maurice Kamto évoque un état de nécessité de fait pour lancer cette initiative-là. Et à cet effet, Alain Foguet, le trésorier du MRC, a demandé à Freeland First Bank, la banque qui abrite le compte du MRC, d'ouvrir un sous-compte pour la circonstance donc. Et du coup, le MINAT, pour évidemment remettre en contexte, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi, est sorti de sa réserve pour demander à Freeland First Bank d'arrêter, de stopper net cette opération-là. Et aujourd'hui, pas plus tard que cet après-midi, le même MINAT a saisi son collègue des finances pour demander la saisine de l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, qui, comme vous le savez, a la spécificité de pouvoir enquêter sur les mouvements de fonds, aussi bien sur le plan national qu'à l'international, pour voir exactement quels sont quelle est l'origine, entre autres, des fonds mobilisés dans le cadre de cette opération. On va parler de tout cela avec nos spécialistes. D'abord, sur la question essentiellement concernant l'ouverture et l'ordre, on peut le dire comme ça, du MINAT, de demander à Freeland First Bank de fermer ce compte-là. Martin Obazing, le MINAT est-il fondé de mener cette opération auprès de Freeland First Bank? Je pense déjà que c'est extraordinaire. Hein. Nous sommes un pays extraordinaire. Hervé disait tout à l'heure, moi je trouve qu'on est un pays extraordinaire. Je ne sais pas si, je ne sais même pas par où commencer. Pour ouvrir un compte dans une banque, il y a d'abord le volet juridique qui est le préalable. Moi je ne sais pas. Hervé va m'expliquer tout à l'heure. Vraiment, je crois que l'affaire est très sérieuse. L'affaire du corona est... Vous vous imaginez comment le président américain ne dort pas, le président... Et nous, au Cameroun, on se sert des choses comme ça. Moi, j'ai des choses, des machins. Mais pour ouvrir un compte à la banque, vous allez à la banque, vous demandez, personne physique, pièce d'identité, contrat de travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Personne morale, association, société, il y a le volet juridique, les statuts, l'autorisation. Quand on est une association, soit c'est le préfet qui vous donne. Qui est le patron du préfet? Le gouverneur, le MINAT. Un. De deux, lorsque vous êtes une société anonyme ou une salle, vous avez vos statuts, vous avez les pouvoirs, il y a tout un ensemble de documents juridiques qui sont les préalables à tout. Vous ne devez même pas commencer à récolter des dépôts tant que vous n'avez pas rempli ces conditions juridiques. Je parle de la pratique bancaire. Ça veut dire que lorsque vous apportez de l'argent, si c'est une association, une société, on va vous ouvrir un compte de capital, on le loge là-bas en attendant que vous apportez les documents juridiques. Donc, déjà, dans la pratique bancaire, il y a déjà un problème. Une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai dit que... Est-ce que la subtilité ici n'est pas d'avoir demandé l'ouverture d'un sous-compte? Non, monsieur. Non, mais D'accord. le sous-compte Qu'est-ce que ça obéit veut dire? au même principe, c'est-à-dire que si j'ai le groupe Martin Ombazing Group, hein, je suis le principal, hein, tout ce qui vient derrière, c'est parce que c'est un sous-compte qui n'aura pas les mêmes documents. Le sous-compte obéit à quelle activité? Quelle est cette activité? Qui a donné l'autorisation pour que cette activité soit exercée? Donc, partout où vous ouvrirez un compte, il y aura toujours d'abord un fonds juridique. Bon, maintenant, le contexte est assez grave. C'est-à-dire que l'acte qui est posé semblerait dire que ce que l'État fait aujourd'hui, l'État ne fait rien. Donc, il y a à la limite deux États. Moi, je dis, soyons sérieux. Si Hervé dit tout à l'heure, soyons sérieux. Moi, je ne prends pas de camp, mais je trouve que c'est de la cacophonie, c'est du n'importe quoi. On a vu ça dans aucun pays, sauf si je me trompe, dans aucun pays depuis qu'il y a eu cette affaire. Donc, vraiment, moi, je pense que la solidarité ne veut pas dire vous opposer les Camerounais contre les autres. Je crois que, même s'il fallait le faire,
C'était pas de cette façon-là. Donc, attendons voir comment ça va se passer. Mais moi, je pense que le ministre de l'AT est dans son droit parce qu'il s'agit d'une association. Bon, d'abord, là, c'est le banquier qui va parler, pour une fois qu'on m'écoute très bien. Le régime des associations déclarées d'utilité publique, c'est-à-dire celles qui sont éligibles à la collecte de la générosité publique, relève de la sphère du ministère de l'administration territoriale. Je ne vous coupe pas. Mais le MRC dit que Cameroun Survival n'est pas une association. Bon, alors, je peux continuer? Allez-y. Si ce n'est pas une association, c'est beaucoup plus grave encore qu'on le pensait. Parce que pour solliciter la collecte de la générosité publique, il faut être une association. Et de surcroît déclarée d'utilité publique. Je parle d'autorité là. À partir du moment où le constat est fait que c'est une association ou une structure de fait, le compte n'a pas de raison d'exister. Ça tombe de soi. Et je vais plus loin. Et ça, je m'adresse à ceux qui exercent ce métier, mes collègues du monde de la finance. Il faut faire extrêmement attention dans un monde où il y a des raffineries financières qui alimentent le terrorisme, les soulèvements, les troubles sociaux, les troubles à l'ordre public. Il faut faire extrêmement attention. Comment peut-on ouvrir le compte d'une association qui n'est pas de droit, c'est-à-dire déclarée? C'est impossible. Il s'est passé quelque chose. Et si c'est le sous-compte, c'est le sous-compte de quel compte principal? MRC. MRC. Eh bien, le MRC ne peut pas utiliser un véhicule pour collecter la générosité publique, même si c'est un sous-compte. On est en République. Deuxième chose dans cette affaire, Martin vient de le dire, la lutte contre la pandémie, c'est une guerre. C'est même pas parce que le président a définitivement renoncé à ne jamais déclarer l'état d'urgence au Cameroun. Nous sommes presque dans une situation d'état d'urgence. C'est une cause de sécurité nationale. Vous ne pouvez pas apporter, je vais dire, des aboyeurs, du braillement, du désordre, des troubles, la confusion, quand il faut une unité. Pouvez-vous imaginer que le Cameroun soit en guerre, même asymétrique, et qu'un groupe privé achète les munitions pour faire la même guerre, donc devienne une armée parallèle à l'armée nationale camerounaise? Donc je crois qu'il faut qu'on revienne dans le bon sens. Maintenant, tous les autres débats du ministre qui clôture le compte, excusez-moi, mon statut de banquier m'oblige à dire qu'il n'est pas dans son rôle. Parce que son rôle, c'est de faire le constat que cette association est de fait et donc ne pouvait pas, un, collecter l'argent public, deux, pour une cause qui est déclarée comme cause prioritaire nationale et dont le gouvernement a seul le monopole de la conduite de la chose. Donc, tous les autres débats autour sont des débats aériens où toujours les mêmes viennent nous imposer des théories de la nécessité, des théories. Aucun ne sait comment on ouvre un compte bancaire. Un compte bancaire est un contrat synalagmatique qui met en phase celui qui ouvre le compte et l'établissement qui l'accueille dans ses livres, mais c'est soumis au contrôle des autorités de régulation de l'activité bancaire, COBAC, ANIF et tous les autres pour des raisons de sécurité. Parce que quand vous déposez l'argent à une banque, si par exemple cette banque-là disparaît, vous devez faire appel à un fonds de garantie de la place pour vous soutenir. Donc, ce n'est pas une activité, pas une tontine entre camarades et tout ça. Je suis désolé, on a pris l'habitude de laisser les gens faire n'importe quoi. Et la limite est là. C'est un trouble à l'ordre public. Les gens sollicitent l'argent pour faire de la politique, ne rendent pas compte, aucune transparence. Ils peuvent aller construire les maisons, acheter des costumes et tout ça. Même la mendicité encadrée, c'est réprimé par le code pénal. Donc je crois que là, le ministre Atangandji était dans son droit de faire cesser ce trouble à l'ordre public. Maintenant, le reste, qu'on nous épargne de faire des choses parce que la meilleure arme d'une république moderne, c'est le droit. Vous comprenez? Un peu de choses. Vous dites le ministre Atangandji est dans son droit de déclarer que c'est une association de fait dont on ne peut pas solliciter l'épargne publique. Il est dans son pouvoir. Non. Mais il ne peut pas demander la clôture d'un compte. Et je m'excuse, je dis ça à mes amis, c'est la clôture d'un compte obéit à une procédure dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Et c'est le droit et la légalité.
c'est le droit qui est l'arme de cette République, et cette République que défend Paul Biya. Donc je pense que c'est secondaire, mais il faut quand même qu'on le dise en public pour qu'on n'entre pas dans le tchoukou-tchoukou, des débats, des théories de la nécessité, des avocats. Tout le monde est agrégé ici au Cameroun. Mais laissez les banquiers vous parler de ça. Non, non, en réalité, la subtilité du ministre aussi, sur ce que j'ai vu, c'est qu'il n'a pas directement, il a NIF, non? Voilà. Hein? Non, ça c'est le courrier d'aujourd'hui. Hein? Oui, le courrier d'aujourd'hui. Je parle du courrier d'aujourd'hui, parce que pour le reste, Ever a été assez clair. Vous comprenez la subtilité du ministre. Hein? Il n'a pas, parce que maintenant que les fonds sont logés, il demande à la NIF. Il faut les mettre sous séquestre. Il ne faut même pas clôturer le compte. Et c'est ça le sens des mesures prises par le Premier ministre, en demandant une cohésion de l'action gouvernementale pour qu'on parle d'une seule voix, parce qu'il ne faut pas faire le one-man show dans ce genre de... Parce que cet argent, on doit savoir d'où ça vient. Par qui? Et nous avons des informations maintenant dans le milieu professionnel où vous trouvez... Il n'y a qu'au Cameroun où quelqu'un qui a été déclaré faillite, par exemple, candidat à une élection. C'est du jamais vu. Et si on trouve que ces comptes sont au nom d'un individu qui est déclaré en faillite, donc qui ne peut même pas être dans son pays puisqu'il n'est pas camerounais, c'est grave. Donc je pense que tout le monde doit revenir à la raison. Il faut que nous soyons unis, mais unis dans le respect de la République et l'autorité de l'État. Donc ce genre de manif, non. Ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est qu'il faut aussi comprendre que dans la pratique de la banque, de milieu de la banque, il y a, même économique, il y a tout le combat sur les flux des flux illicites. Oui, parce qu'en réalité, quand on va aller fouiller, parce que c'est un audit qu'on va faire sur ce compte, on va regarder qui a donné quoi, qui a donné qui. Et chaque nom. Et chaque nom. Donc, au lieu d'aller à l'essentiel, de dire que non, vous avez ouvert votre compte, c'est bien. Bon. Maintenant, on va aller à l'essentiel. Le compte a été approvisionné par qui? Que dit la réglementation COBAC pour... Il y a des procédures. Comme dirait, ça sert à aboyer. Quels sont les... On vient dans votre banque, votre institution, on dit, OK, quels sont vos produits? Ouvrez votre livre de compte. On va regarder. Il y avait telle pièce, c'est une association. On est plus... Maintenant, qui sont ceux qui ont déposé l'identité? Je crois que le ministre a été un peu plus subtil pour son courrier d'aujourd'hui, et son courrier d'aujourd'hui répond à la réglementation. Et c'est que le début de cette affaire. Oui. Hein. Martin, je ne vais pas faire l'appui pour une banque ici. Je suis client d'une banque de la place, la Générale, et je peux vous dire que j'ai été déposé 1 million de francs à mon compte à la Générale. Il m'a été demandé de prouver l'origine de l'argent que je venais déposer. Je suis allé chercher la preuve que cet argent, je ne l'avais pas récolté ni de trafic de la drogue, ni d'un braquage, ni de ceci, cela, et je n'avais aucunement l'intention de troubler l'ordre public bancaire en amenant l'argent illicite. Demander cela à une association, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Lorsque vous travaillez sur les engagements d'une banque, un mouvement comme celui-là, déjà même en interne, pour vous expliquer en interne, lorsque vous suivez des engagements, pour des catégories spécifiques, si c'est un particulier, comme dirait, c'est normal, 1 million de francs, un particulier, ça te sort d'où? Voilà. 1 million de francs, tu n'as pas un salaire d'1 million de francs, donc tu dois justifier. Absolument. Alors, si on voit des 300, les 100, les 200, automatiquement, il y a des indicateurs d'alerte qui font que même la direction générale ne peut pas dire qu'elle ne savait pas, puisque... Excusez-moi, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez dans un compte des mouvements inhabituels, vous êtes dans l'obligation, dans la pratique bancaire, non seulement d'envoyer à la NIF, sinon vous êtes complice. Donc ça veut dire que nous entrons dans la technique bancaire, dans votre structure même, votre responsable d'engagement est au courant, remonte à la direction générale lors des comités de crédit parce que c'est l'argent, des mouvements inhabituels. Absolument. Donc tout ça démontre un peu, quelque part, un certain laxisme, peut-être des pratiques de certain laxisme. Donc aujourd'hui, moi je pense que vraiment, la pandémie, elle est encore là. Et que c'est l'union, c'est la solidarité. Et vous allez voir que dans d'autres pays, les gens ont fait plus qu'il n'en faut. Absolument. Ils ne sont même pas encore sûrs de sortir. Donc pendant que nous on parle de nos petits moyens, je pense que le plus important, c'est de donner l'occasion. Mais à partir de là, est-ce que l'acte de minage peut être attaquable? Elle peut être attaquée en... Tout acte de gouvernement est attaquable devant le juge des actes de gouvernement, qui peut être le tribunal administratif, qui peut être le conseil, le conseil d'État. Mais il faudrait à ce moment-là être sûr qu'on apporte la preuve de l'excès de pouvoir, d'un abus de pouvoir,
d'une voie de fait. Or, ce n'est pas le cas. Je vous dis que Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, est dans son rôle. Maintenant, je le dis en toute fraternité, camarades, parce qu'en face, il ne faut pas qu'ils croient que nous sommes des naïfs. Ce n'est plus son rôle d'aller clôturer les comptes. Normalement, l'établissement bancaire qui accueille ces comptes devait tirer les conséquences de ce constat pour au moins mettre en séquestre, parce que clôturer ne veut pas dire faire évaporer l'argent en question. Il faut qu'on sache d'où ça vient, où ça va et pourquoi faire. Vous comprenez? Donc, on est là devant une situation où ceux qui parlent le plus ne se rendent même pas compte des conséquences qu'il peut avoir. Parce que lorsque vous avez une structure de fête qui organise ce genre d'activité, normalement, la conséquence est la dissolution de cette structure. Et là encore, il est dans son rôle. Ça relève de la direction des affaires politiques du MINAT. Vous comprenez? Et vous avez les églises même. Vous connaissez la jurisprudence sur la Ligue française de lutte contre le cancer. Vous savez comment ça s'est terminé? Quand vous prenez l'argent public, même si c'est de vos cousins, à un moment donné, s'il y a un problème, eh bien, il y a des structures de l'État qui sont en droit de mettre le nez pour savoir si cet argent a servi à l'objectif qui a justifié la collecte et votre statut. Tous les jours, chaque année, le président signe le statut, accorde le statut d'association d'intérêt public à des associations. La Fondation Samuel Eto'o, elle est d'intérêt public. Il y a plusieurs autres. L'Église catholique a des structures, toutes les églises. Pourquoi les gens refusent d'entrer dans la transparence et veulent créer un buzz? J'ai un ami qui est dans cette sphère du MSC qui m'a dit « on veut vous embêter ». Je lui ai dit « en essayant de nous embêter dans un moment comme celui-ci, c'est au-delà de ce qu'on pouvait penser. Ce n'est plus un trouble à l'ordre public, c'est carrément un acte antinational. Parce que ce n'est pas acceptable. Il est très simple, si vous voulez, vous pensez que ça a un bénéfice électoral, ben, mettez cet argent et dites-le à qui vous voulez, à la disposition du gouvernement qui mène cette lutte, et vous dites que vous avez contribué. Pourtant, il y avait des objectifs cachés. Ils voulaient d'abord prouver qu'ils peuvent mettre plus d'1 milliard, que les contributeurs sont plus nombreux que ceux qui sont dans le fond. Mais écoutez, est-ce que c'est sérieux? Il n'y a pas match. Ben, ce que je veux dire, là maintenant, le ministre de l'administration territoriale l'appelle son ami du MINFI, son collègue, à la rescousse. C'est rapidement pour corriger... Oui, parce que la procédure, elle est comme ça. Mais je peux vous dire que si j'étais le conseiller du ministre de l'administration territoriale, le jour même le constat de l'illégalité de cette association a été fait, il fallait saisir le ministre de la Justice. Et le parquet, qui a en charge la protection de l'ordre public, devait saisir les institutions compétentes, y compris l'établissement bancaire, pour mettre au moins, congeler cette situation en attendant de voir clair. Bon, d'autres choses ont été faits, mais je vous dis simplement que la question principale qui nous concerne, est-ce que le ministre avait raison de déclarer illégal tout ça? Oui. Maintenant, aller clôturer les comptes et tout ça, je pense que bon, c'est pas son rôle. Même le ministre des Finances ne peut pas clôturer un compte. Il faut saisir parce que ce sont les deux partenaires au compte, le déposant et son banquier, et la justice. Maintenant, certains ont parlé du trésor, c'est faux. C'est si vous devez de l'argent, que soit l'agent judiciaire du trésor, soit les impôts peuvent faire une démarche pour la saisir parce qu'il y a le privilège du trésor. Mais dans cette affaire, je pense que le parquet avait toute sa place pour faire suivre à la décision d'illégalité de cette association une action pour mettre la transparence dans ce qui s'est passé. Je crains qu'il y ait eu d'autres comme ça, mais là, ils ont été obligés de déclarer cela parce qu'ils croyaient qu'électoralement, ça va les ramener dans le jeu. Bon, là, c'est le militant du RDPC qui le dit. Quand vous avez refusé, quand vous refusez d'aller aux élections... Je ne veux pas que le militant s'exprime. Je ne veux pas que le militant s'exprime parce qu'il n'y a, pas de militant en face. Voilà, Martin. Non, moi, je pense que c'est un débat qui ne devait pas avoir lieu. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une période où, au sortir de l'épidémie, dont personne ne maîtrise l'horizon temporel, nous avons après les affaires qui doivent reprendre. Si vous remarquez aujourd'hui, dans tous les pays au monde, c'est l'union
qui fait la force. Absolument. Ça veut dire que, au contraire, on demande à chacun, aux grandes entreprises, de contribuer, parce qu'il y a la solidarité qui est derrière. Alors, au lieu que les forces là soient unifiées pour qu'on arrive à supporter, parce qu'en réalité, vous savez que la globalisation qu'on ne peut plus fuir aujourd'hui, comme disait Hervé, fait que nous exportons, que nous vendons à l'étranger, et quand l'étranger n'a pas de moyens pour acheter, on est bloqué. Nous importons, et quand on n'a plus d'argent pour acheter, on est bloqué. On ne compte que sur qui? Sur nous-mêmes. Donc si nous ne sommes pas solidaires, si nous ne sommes pas soudés, on ne pourra pas nous en sortir. Donc pour moi, c'est un débat qui doit être réglé parce que la COBAC est là. La COBAC est là. C'est le gendarme des banques. Bon, à partir du moment où le ministre a fait son job... C'est derrière lui maintenant. Hein. Oui, c'est-à-dire que le ministre a fait son job. Et maintenant, au sein des contrôles, vous savez très bien que la COBAC contrôle un calendrier de contrôle permanent de ces genres d'opérations, mais vous ne pourrez pas apporter dans un compte des fonds d'un certain montant sans pouvoir justifier. D'autant que la NIF est là derrière à demander qu'on en délistime. Bon, moi, je crois que, comme pour beaucoup de choses, ça va passer, c'est quelque chose qui a été fait, mais je crois que l'union fait la force. Il faut absolument que nous soyons capables aujourd'hui de savoir que, pendant que nous parlons de ce compte, nous avons plus d'activités. Nous avons, sur 7 milliards de personnes, il y a plus de 3 milliards qui sont confinés. Vous allez faire même la politique avec qui? Si les hommes, vous allez faire la politique avec qui? Si les hommes sont confinés, vous allez faire avec qui? Si les hommes sont confinés, vous allez faire l'économie avec qui? De grâce, au jour d'aujourd'hui, nous voulons que les 3 milliards de personnes confinées dans le monde puissent sortir pour travailler. Vous savez très bien que lorsque nous n'avons pas, lorsque le prix du baril qui a été hypothéqué, qui a été... Tout au long, les hypothèses ont été de plus de 50 $, sont aujourd'hui entre 20 et 22. Vous savez le gap qu'il y a, ce que nous perdons. Hein? Quand vous savez que la chaîne des recettes fiscales, aujourd'hui, vous savez que lorsque l'activité tourne, c'est les taxes là qui permettent à l'État d'avoir de l'argent et que nous avons dans notre République plus de 75% du budget qui est financé par ces recettes non pétrolières. Donc, quand les gens n'arrivent pas à sortir, c'est le plus gros problème. Les gens doivent sortir. Donc, nous devons tous partir sur des bases où la santé doit revenir. Et parce qu'il faut aussi le dire, ça, je ne suis pas homme politique, mais je reviens sur ça parce qu'il faut absolument, quand on sort d'ici, qu'on sache que certains pays africains, petits pays, ont fait le choix. Il n'y avait pas un dilemme. C'était la vie. Je crois que aujourd'hui, si vous avez vu que tous les pays ont lancé des grands chiffres, des gros chiffres, le Cameroun a quand même choisi la santé, la vie par rapport à l'économie. Je suis sûr que, comme dans tous les pays, il y aura un correctif budgétaire. Il y aura un correctif budgétaire pour pouvoir adapter le budget du Cameroun à la réalité, à la situation d'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il faut que lorsque l'on pose des actes, il faut qu'on soit tous responsables. Mais Martin, je ne sais pas si on aura le temps. Les victimes du coronavirus, ce ne sont pas que des humains. Il y a des entreprises. Je suis heureux que tu aies sorti ça. C'est pour ça. Parce qu'il est urgent quand même, à moins qu'il y ait... Le ECAM, le JICAM... Oui, à moins qu'il y ait une session extraordinaire, il faut quand même qu'il y ait, n'est-ce pas, une loi de finances rectificative qui intègre la réalité, parce que toutes les prévisions ne tiendront plus. Et il faut protéger les entreprises, parce qu'une entreprise qui meurt, c'est un drame par un effet multiplicateur de plusieurs familles, donc plusieurs personnes. Donc je crois qu'il faut une réflexion globale. Mais nous sommes d'accord sur le fait, c'est pour ça que j'ai dit, l'histoire du compte... Là, c'est le capitalisme. Oui, l'histoire du compte, là, c'est un fait divers. C'est un trouble à l'ordre public. Bon, maintenant, les vrais problèmes, c'est justement de dire comment on en sort, pour soutenir. Vous avez vu que partout dans le monde, on soutient les entreprises. On soutient les personnes les plus vulnérables. Je voudrais vraiment que ce genre de débat arrive chez nous aussi. Comment faire pour que ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts puissent avoir quelque chose? Donc, un parti politique, normalement, je pense, devait plutôt inciter dans la réflexion de comment on fait pour soutenir l'activité économique. Quand l'activité économique ne tourne pas, quand les hommes sont confinés, comment peut-on vivre? Vous comprenez? Donc, pour moi, je le pense sincèrement. Je crois que cette histoire va s'arrêter parce qu'il y a eu des bonnes décisions et parce que chacun va retrouver sa place. Ah oui, vous voulez rebondir? Oui, moi je pense que il m'a interdit de m'exprimer en tant que militant. Écoutez, vraiment, il y a ce qu'on appelle la théorie des opportunités. Vous comprenez?
il y a une espèce de concordance et ce n'est pas le hasard. Vous ne pouvez pas, au moment où la vie même, la survie de l'humanité et de votre pays est presque en jeu, amener ce genre de débat. Si ça amuse certains, nous, ça ne nous amuse pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les uns et les autres doivent se ressaisir. Il y a là des gens qui connaissent le monde et tout. Il n'y a pas un autre pays où on fait ce genre de truc. Donc, aujourd'hui, nous ramener sur le débat de, comment on l'appelait, survival, quoi, là, tout ça, c'est nous distraire. C'est nous distraire. C'est pour ça que je dis que le ministre Atangandi a pris la bonne décision et je suis fier d'avoir un camarade de ce courage parce que ce qui s'est passé pendant la campagne électorale ici, où l'argent entrait, sortait, venait de l'étranger, passait par les valises et tout ça, c'est totalement inadmissible. C'est une agression contre la démocratie. Aujourd'hui, là, c'est la fin de la récréation. Tous les autres détails de contrôle, nous souhaitons la mort de personne, ni la mise en prison des uns des autres. D'ailleurs, je me réjouis de savoir que le président du MRC, puisqu'il s'agit d'eux, aujourd'hui, aurait adressé une lettre au ministre d'État, ministre de la Justice, pour parler des camarades à lui qui sont en prison, n'est-ce pas? Ouais. Mais je suis heureux qu'il sache qu'il y a un gouvernement. Bon, en tant qu'ancien ministre, il sait qu'il y a un gouvernement. Et il ne devrait pas faire ce qu'ils ont fait. J'avais souhaité que cette partie soit purement technique. Non, elle est technique. Je reviens à la finance. Donc, voilà. Je le dis, mais il a écrit. Oui, non, vous poursuivez avec la finance. Donc. Bon, donc je pense qu'aujourd'hui, notre économie est dans une situation, il faut faire très attention. Il faut que des mesures d'accompagnement qui protègent notre économie pour qu'il reparte, parce que la théorie de la résilience, elle devient incantatoire quand elle n'est pas pensée. Et aujourd'hui, le monde que nous allons vivre après cette pandémie a changé. Nous allons vivre et étudier, par exemple, des questions telles que le télétravail. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu cela il y a une quinzaine d'années en France. Partout dans le monde, les hauts cadres peuvent travailler. Mais l'industrie, vous ne pouvez pas faire de la bière dans votre domicile. Il faut aller, Donc, nous avons tout un ensemble. Et je crois que cette loi de finances devrait mettre en place des instruments de soutien, d'accompagnement à cette politique, tels que la fiscalité, la relance et soutenir certains. Et c'est ce à quoi on attend. Et c'est ça que j'étais heureux du rappel alors du Premier ministre en ajoutant les 7 autres mesures. Parce qu'on avait l'impression que chacun faisait son one-man show, tirait à gauche, à droite. C'est dangereux. Ce que nous vivons, c'est mortel. Donc aujourd'hui, il faut que nous reprenions cela et que les entreprises... J'ai un ami chef d'entreprise qui me disait pas plus tard que le week-end dernier qu'eux, ils paniquent parce qu'ils ne sentent pas des réponses ou des suggestions. Comment on peut leur venir en aide dans cette situation? Et il faut qu'on leur donne. C'est d'une importance égale à la protection de la vie parce que l'entreprise, c'est un organe qui a une biologie. Si vous ne soutenez pas... Pour les entreprises, quelle est la marge de manœuvre que le gouvernement peut? Non, la fiscalité. La fiscalité, et puis c'est les aides, l'assistance, les plans d'urgence. C'est une batterie de mesures qu'on doit prendre pour soutenir la et des secteurs prioritaires. Vous savez qu'il y a des secteurs qui sont touchés. Vous savez, même en France, vous avez vu le tourisme, les jeux, la culture, où les gens ne peuvent plus être ensemble. Tout ça doit être soutenu. Les grandes entreprises, pareil, au niveau du report des charges. Et pourquoi même pas aujourd'hui, nous sommes dans une situation où notre endettement est jugé plus ou moins... Oui. Bon, on nous dit aussi que nous avons les indices de liquidité parce qu'on a trop tiré au cours depuis 2018, on a trop tiré. Donc par rapport aux exportations, par rapport... Bon. Mais quand même, nous sommes à moins de 40. Nous devons être à 70. Les autres pays, qu'ont-ils fait? Ils ont accepté l'endettement, tout azimut. La planche à biais. La planche à biais. Donc, je veux dire que il faut quand même qu'à un moment donné, je suis sûr, je le pense quand même, parce qu'aucun gouvernement ne peut continuer sans rectifier son budget, sans corriger. Donc, je pense que le Cameroun est en train de travailler pour apporter des solutions. Parce que sans le faire, c'est la mort. Non, c'est la mort. C'est la mort. Sans le faire, c'est le suicide. Vous savez, aux États-Unis, en 2 semaines, 10 millions d'emplois perdus. 10 millions d'emplois perdus. Et ils ont injecté 2200 milliards de dollars. Donc c'est pour vous dire que la situation est tellement grave. Est tellement grave que ne pas en prendre conscience, c'est d'envoyer les Camerounais à la rue. Je pense que au jour d'aujourd'hui, le soutien aux entreprises
par les voies fiscales sont un moyen, l'allègement, le report, et même la prise en charge. Je vous ai dit qu'on parle de prise en charge des gens qui vont travailler, qui ne pètent pas un seul rond, et qui restent à la maison et qui ont leur salaire. Oui, le chômage partiel menace. Il y a beaucoup d'entreprises au Cameroun, les gens ne le savent pas, qui envoient des gens en congé en leur payant. Parce que quoi? C'est dangereux d'avoir des gens qui ont perdu la confiance. La confiance. Donc, il me semble que nous attendons plus, comme dirait bien, nous attendons plus ce genre de choses aujourd'hui pour assurer les Camerounais. Et que, en mettant en place les mesures qui ont été dictées, et si chacun essaie de suivre à son niveau, on peut sortir de la psychose, parce qu'il y a une psychose, même pour le retour à l'école. Certains veulent même l'entretenir. Oui, donc oui, pour qu'il n'y ait rien. Alors que les enjeux, Monsieur Dupsa, vous avez suivi que beaucoup pensent déjà que d'ici 3 mois, ça va repartir. Et les gens ont mis les moyens. La seule chance de nos pays, c'est que les autres sont en train de mettre les outils qui nous seront profitables. L'argent que les Américains mettent, les Français mettent, c'est pour que nous existions, puisque nous ne vivons que quoi? Que d'importation et d'exportation. Ça veut dire que s'ils retrouvent un pouvoir d'achat conséquent, un pouvoir financier conséquent, on va continuer à vendre le cacao. C'est un engrenage, non? Je veux dire que oui, mais Martin, moi je pense que le Cameroun ne pourra pas laisser encore l'exportation du quinqueliba, par exemple. En sachant que ça participe à la production. On se rejoint oui, donc pour... bien sûr, mais Par dans la partie des marabouts, moi je ne crois pas à ça. Mais oui, mais vraiment, la médecine traditionnelle, mais les plantes... Donc je veux dire que nous arrivons à un niveau aujourd'hui où, si nous ne faisons rien, on peut être sauvé parce que les autres vont faire et que nous allons continuer. Voilà pourquoi j'ai dit sur un autre plateau que ne nous endormons pas. Au contraire, permettons à nos planteurs d'aller brûler pour pouvoir planter. Parce que nous, notre économie fonctionne beaucoup plus avec le temps, le climat. Nous n'avons pas les moyens pour avoir tout le système moderne. Donc ça veut dire que pendant que les autres sont en train de mettre des moyens financiers, nous on doit mettre les moyens humains, que les gens aillent au travail dans les villages, que le confinement ne leur sert pas. Parce qu'au village, les villages, c'est très difficile que ça arrive. Parce que ces gens sont en contact avec leur communauté. Hein? Donc, il faut absolument faire asseoir une politique qui fasse que, au sortir des 3 des 6 mois, fin décembre, que nous ne serons pas trop asphyxiés, d'autant que notre économie compte beaucoup sur la demande intérieure. Mais Hervé Magnelcom, pourquoi est-ce que le gouvernement traîne donc à activer ces quelques mesures que tout le monde espère? Parce que le travail de mise en place d'un collectif budgétaire est un travail... vous savez que le gouvernement met plusieurs mois à arriver à la session budgétaire. Donc il faut tout un ensemble d'éléments, d'évaluation. Il ne faut pas se précipiter. Comparaison n'est pas raison, mais est-ce que cette difficulté n'est pas pareille au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire? Attention, ce que le président Bongo a fait, c'est bien, c'est une politique globale, mais il l'a fait d'autorité. Et si le président prenait une telle décision, vous allez entendre les mêmes qui vont commencer à crier. Et il ne nous a pas dit d'où il prenait tout l'argent qu'il veut faire. Si c'est simplement une défiscalisation d'un instrument fiscal, il faut qu'il reparte à l'Assemblée, parce que la loi de finances est une loi. Je m'excuse de présenter ça comme ça, Martin. C'est une loi. Et c'est le Parlement qui vote la loi de finances, c'est-à-dire les recettes et les dépenses de l'année, de l'exercice. Donc je pense que ça va se faire. C'est vrai, il faut mettre la célérité. Mais maintenant, il y a quelques mesures qui n'ont pas besoin d'attendre et qui peuvent être simplement un moratoire, déclarer un moratoire en attendant qu'on mette en place un truc. Mais on ne fera pas l'économie d'une loi de finances rectificative. Parce qu'il faut maintenant changer l'objectif des recettes et qui entraîne aussi un changement de l'objectif de la dépense. Il faut maîtriser cela. Et vous savez que l'État au Cameroun est le premier agent économique. Absolument. Donc c'est lui qui doit donner l'exemple. Maintenant, il y a aussi un conflit apparent qu'on peut résoudre. L'envie de faire toujours fonctionner l'économie, c'est-à-dire envoyer les gens au travail, des mouvements. L'essentiel des usines, mon cher Martin, se trouve à Douala et à Yaoundé, c'est en ville. Vous ne pouvez pas à la fois avoir un objectif de confinement et laisser circuler parce qu'on va au travail. Il faut donc qu'ensemble, on voit comment ça peut fonctionner. Le travail de car, réduire la présence dans les usines, faire en sorte que ce sont les agents indispensables qui soient là. C'est toute une réflexion, mais je pense qu'en associant le GICAM et les grandes entreprises, on doit pouvoir trouver au moins un point de démarrage. Mais il ne faut pas laisser les choses comme ça. C'est-à-dire,
chaque entrepreneur dit, bon, vous pouvez venir, ou d'autres qui disent, non, 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 venez plus. Et il y a même des entreprises, on vous dit, on vous parle très loin là-bas. Ah ouais, vous êtes ici, vous voulez quoi? Non, ce n'est pas... Alors pour finir, ce sera la dernière question de ce soir. Martin, peut-être Hervé pourra rebondir aussi. Combien de temps faudra-t-il encore pour que le gouvernement active peut-être ses leviers de compensation? Enfin, combien de temps? Je ne suis pas le gouvernement. Hervé vient de vous dire que c'est devant le Parlement à l'Assemblée nationale que ça se passe. On n'est pas dans une société, un pays. On doit faire des canaux. Et ces canaux-là obéissent à... Vous savez, moi je suis... je ne reproche pas beaucoup l'attentisme du Cameroun. Parce que vous avez vu, en France, on est parti de 1 milliard, après on est à 80, on est à 8, ça change tous les jours. Il vaut mieux parfois être prudent. Ce n'est pas des choses sur lesquelles on doit s'aventurer pour que tous les 2 semaines, on vienne changer un programme. Il y a un pays africain qui a déclaré qu'il mettait 1000 milliards et il court au FMI pour demander... Oui. Donc, en réalité, je pense que le Cameroun est en train de concocter quelque chose qui va s'adapter à notre économie. Je vous dis encore une fois de plus qu'il faut reconnaître que notre économie est résiliente. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Le Cameroun, dans son budget, je vous ai dit, les recettes qui viennent du pétrole ne représentent pas, c'est le troisième poste en termes de poids. Donc, je veux dire, on ne peut pas dire qu'on va vivre sans, mais ça nous permet d'avoir de l'argent pour pouvoir importer des devises. Mais c'est parce que l'activité économique tourne, parce que les gens vont consommer, parce que la demande intérieure est soutenue. C'est pour ça que l'économie du Cameroun est résiliente. D'ailleurs, vous avez vu que le Cameroun a été exclu des pays les plus pauvres qui ont eu l'aide, l'allègement de la dette par le FMI et la Banque mondiale. C'est vous dire que nous ne sommes pas pauvres. C'est une réponse à ceux qui disent que nous avons une mauvaise économie pour leur dire qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. On sait que le Cameroun... et puis, la diversité de notre économie fait de nous aujourd'hui, notre souci, c'est que dans le monde entier, puisqu'on est dans la globalisation, que le virus soit combattu. Je vous ai expliqué que le Cameroun est un pays un peu à part dans sa situation. Dès que la reprise va commencer de l'autre côté, le Cameroun va automatiquement respirer, puisque nous, notre économie, notre budget étant diversifié par ses ressources, nous nous en sortirons mieux. Mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui au Cameroun, nous Camerounais, que nous détenons l'horizon temporel de la fin de cette histoire. Hervé, pour finir. Moi, je suis prudent. Je suis prudent parce que Martin est optimiste, c'est bien, mais moi, je suis prudent. Je pense que si cette situation, cette pandémie doit continuer, on ne peut pas éviter un confinement. Dans les 20 mesures qui ont été prises, qui sont justes par le gouvernement, il faudra donner un caractère législatif, donc de loi, à certaines de ces mesures. En plus de faire un budget, une loi de finances rectificative pour ajuster certaines prévisions économiques par rapport aux recettes et le reste. Donc, je suis prudent en me disant, il vaut mieux peut-être qu'en fin de cette semaine, qu'on convoque une session extraordinaire de l'Assemblée pour donner force de loi à plusieurs dispositions, parce que même si la pandémie s'est arrêtée, nous aurons une période d'observation où les choses ne vont pas reprendre avec la même vitesse. Et il faut un cadre législatif, légal, pour que les récalcitrants, au-delà même de l'économie, par exemple, on va apprendre à vivre autrement, les attroupements, les trucs, il y aura une période. Un de mes fils me disait, qui vit en Europe, me dit, papa, je crois qu'avant septembre, il vaut mieux ne pas prendre des risques de dire que c'est fini. Parce que ça peut arriver même en décembre. Et donc, aujourd'hui, le principe de précaution voudrait qu'on mette en place des mesures d'accompagnement, mais qui soient sur une moyenne longue période, parce que personne ne peut vous dire comment ça va se terminer. Maintenant, si on nous déclare demain, comme j'ai lu ce matin, je ne sais pas si c'est une fantaisie des réseaux, en disant que les Chinois ont le vaccin, on ne sait pas le truc. Bon, alléluia, mais le temps que nous recevons ce vaccin, il vaut mieux vraiment être prudent. Même si les experts disent que le vaccin ce n'est pas avant 18 mois. Bon, les Chinois aussi raison supplémentaire. À nous surprendre. Parce que le ministère de la Santé, par exemple, devrait avoir des ressources qu'elle n'a pas sur le plan budgétaire pour faire face à cette situation exceptionnelle. Il faudra reformer certaines administrations. Vous ne pouvez pas demander, même à nos forces de défense et de sécurité, d'être un maillon essentiel pour contenir les gens si on ne leur donne pas les moyens. Donc, il faut une loi de finances rectificative
et qui donne les moyens à l'État pour faire face à cette situation. Merci pour ce regard. Je voudrais en profiter pour vous associer à cet hommage qu'on va rendre à la fin de cette émission à l'un de nos panélistes assez réguliers et fréquents sur cette antenne. Le docteur Joël Raphaël Ouanssi nous a quittés dimanche dernier. Il s'en est allé des suites de maladie. Nous nous inclinons grandement et puis témoignons notre compassion vive à sa famille biologique. Le docteur Raphaël Ouanssi, vous le savez, était un enseignant, un internationaliste. Il était très passionné des questions, évidemment, qui concernent les relations internationales. Je voudrais avec vous, pour saluer sa mémoire, revoir cet extrait d'émission qu'il a eu sur ce plateau même de Cactus sur table. On va donc regarder pour une dernière fois sur cette émission le docteur Joël Raphaël Ouanssi qui, comme je viens de vous le dire, nous a quittés dimanche dernier des suites de maladie. C'était mon ami. Voilà, vous pouvez en dire un mot avec. C'était mon ami, c'était un garçon extraordinaire. Il est né à Bonadibong, moi en Congo. C'est une catastrophe. C'est un garçon merveilleux, jeune. Nous étions, la dernière fois, nous nous sommes rencontrés ici et nous sommes partis ensemble. Il y a environ 3 semaines. C'était mon ami. Ben, disons qu'il a toujours eu cette amitié. Hein. Nous l'a rendu chaque fois qu'il était au Cameroun très disponible. D'ailleurs, souvent, il nous suscitait des thèmes. Ou alors, l'écologie, c'est dans l'âme. Voilà, on nous faisait le débrief de l'émission, toujours son regard, un perfectionniste, si on peut le dire comme ça. On va certainement, avec l'appui de Eric Ngando, revoir cet extrait du docteur Joël Raphaël Ouanssi. Je me souviens d'ailleurs de l'un des thèmes, hein, immigration clandestine, comprendre les raisons. Je crois que c'était là, il y a un peu plus de 3 semaines. Quand on en parlait, on découvrait ici ces morts sur les rives italiennes, grecques, ces Africains qui allaient comme ça comment on dit ça? En aventure. En aventure. Et justement, Joël Raphaël Ouanssi essayait de nous en dire, de nous décrypter les contours, les conditions souvent pénibles dans lesquelles ils vivent ici, même si beaucoup investissent énormément d'argent pour se retrouver là-bas. Fatalement donc, la mort l'a emporté dimanche dernier. Eric Ngando, on va donc revoir une dernière fois sur cette antenne même Joël Raphaël Ouanssi. Ah ouais. Voilà. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cactus sur table. C'est les gens du MSC, ils ne sont pas insultés pour nous.